Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'équipe. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission à thématique e-sport, comme toutes les précédentes, fatalement. Et je regarde PM droit dans les yeux, fatalement. Eh oui, fatalement. En tout cas, ce soir, nous avons un parterre d'invités, comme à l'accoutumée, pour prendre un sujet assez intéressant, puisque vous allez voir qu'il va emboîter, tout du moins construire des ponts avec le milieu du sport. Mais pour m'accompagner ce soir, son émission, toujours, évidemment. Il ne décollera jamais de là. Paul Arrivé est avec nous, journaliste chez l'équipe. Ça va, Paul? Salut TPK, salut tout le monde. Ouais, ça va très bien, merci. Content d'être là pour parler d'un beau sujet. Ouais, un beau sujet en effet, puisque la préparation dans l'e-sport face à un major, un tournoi important, ça donne quoi dans les faits? Alors pour nous accompagner, on a préféré poser la question à des gens qui sont véritablement concernés. Je vais commencer par, et bien sûr, la droite, un joueur de calibre, puisque celui-ci est invaincu en Europe sur un jeu plutôt pas mal, qui s'appelle Smash Ultimate. Voilà, c'est un jeu de combat qui se pratique plutôt bien dans l'e-sport. C'est Gluttony qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gluttony. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien, et vous? Ouais, ça va. Bon, le vous, je le prends pour toi, évidemment. Oui. Voilà. Mais donc un joueur de calibre, on vous le disait, puisque la préparation, qui dit préparation physique, mentale, par rapport à des championnats ou des tournois importants, dit fatalement des gens comme Gluttony. Juste une petite question comme ça, ton palmarès en quelques secondes, ça donne quoi? Alors en Europe, premier. J'avais été sûr qu'il allait faire ça. Premier. Et au monde, plutôt Premier. Il est trop fort. Au monde, pas pareil. Ouais. Non. Bon, du coup, 8e mondial actuellement, premier européen. Et bien sûr, envie de plus, toujours. Ouais. Effectivement, on en reviendra sur ce palmarès, mais vous l'avez compris, premier, a priori, en Europe, et 8e mondial, mais les Ricains, c'est pour une autre histoire. Également avec nous, celui qui va devoir batailler dur d'ici quelques jours, puisqu'il y a une échéance, une belle échéance évidemment, Slack, ce sera la finale de la LFL. C'est Shanky qui est avec nous pour débriefer, parler, débattre autour de ce sujet, la préparation. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Très content d'être invité ce soir. Merci Paul, merci TP. Et puis surtout, jeudi, on a un match très important. Donc encore plus heureux de parler aujourd'hui de ce sujet-là, parce que j'en suis dedans et je pourrais changer. T'inquiète, on va y venir, on va te poser la question. D'ailleurs, petite exclusivité, puisqu'a priori, c'est la première fois qu'il arbore ce maillot K-Core. Plutôt stylé, hein, noir et blanc comme ça. Plutôt beau, hein. Franchement. On remarque que Gluto est pas venu avec le maillot Solari. Si, je vois pas. Solari. Il est écrit là. Vous voyez pas? Moi je le vois en tout cas. Fun fact, c'est qu'il a vraiment demandé un marqueur en off pour savoir s'il pouvait écrire Solari sur la rate. Moi j'avais très envie, la production a dit non, ça va tâcher. Faites ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir échanger avec nous. Également, alors sur ma gauche, je me dois de vous présenter notre intervenant qui est avec nous, puisque c'est un homme qui a beaucoup évolué dans le milieu du sport traditionnel, notamment dans le handball. Eh bien, handball, pas handball, s'il vous plaît. Handball. Merci. C'est Bruno Martini qui est avec nous. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, du coup, on va avoir besoin de ton œil d'expert là-dessus, puisqu'on va parler de préparation physique, mentale dans le milieu du sport. Ça, c'est quelque chose qui est connu, reconnu. Dans l'e-sport, peut-être un peu moins, ou en cours de développement. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement sportif, tu es aussi notamment chez Vitality.
Oui, je suis beaucoup plus chez Vitality que sportif, hein, ça c'est sûr. Ça depuis très longtemps maintenant, hélas. Non, oui, effectivement, je suis arrivé chez Vita le 25 janvier en venant et en essayant d'apporter un éclairage un petit peu différent de celui de l'e-sport pur, tout en sachant que d'abord, j'ai beaucoup à apprendre des gens de l'e-sport et que tout n'est pas adaptable. Et que le but du jeu étant de trouver la bonne recette et les bons ingrédients appliqués aux bonnes personnes, et c'est ça le plus compliqué. On note quand même que Bruno a été double champion, notamment parce que le palmarès c'est un peu pareil que si on demande à Gluto, double champion du monde de handball avec l'équipe de France en tant que joueur, en tant que gardien. Et ensuite, c'est un peu le même poste finalement que tu avais, mais au PSG, général manager, avec forcément des attributions qui étaient un petit peu différentes. Oui, j'avais un petit peu différent au PSG parce que j'étais un petit peu plus transversal, donc j'avais plus un rôle de DG réellement qu'un rôle de manager général. Mais je suis très content d'être un manager général chez Vitality. Très bien. Une carrière qui promet, notamment au sein de l'un des plus grands clubs français, si ce n'est le plus grand club français. Bon, je dis ça, mais il y a K-Corp a priori à la porte qui veut se faire entendre. On verra ça jeudi, de fait. Alors celui-ci, on va pas lui dire, on va lui dire bonjour, mais on va pas pouvoir entendre parce que a priori ton micro pour l'instant est relativement désactivé. Donc on va dire bonjour. Ami, parle-moi sur au niveau de langage des signes. Ça sera le doigt. Micro sucette, on t'entend toujours pas encore. Attention parce que ça va arriver. Bon, je vais quand même vous le présenter, notre ami PM qui est avec nous ce soir. Un homme aux multiples casquettes, il commente, il host, il fait des émissions. Il a coaché notamment, d'où son historique sur la préparation et ce pourquoi il est avec nous ce soir. Beaucoup de casquettes et il fait évidemment un formidable ragoût de viande dont je n'ai absolument aucune idée vu que je n'en mange pas de viande de base. Mais mon cher PM, ragoût, préparation physique et cast, c'est à peu près tout ce que tu fais au quotidien dans l'e-sport. Ouais, et comme toi, je raconte n'importe quoi en général. C'est vrai. Et t'es plutôt bon là-dedans. Je suis très bon, c'est mon métier, on me paye pour raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui te payent pour ça? Moi, on me dit la même chose. Je suis content que tu n'aies pas parlé de palmarès parce qu'évidemment, à côté des messieurs ici, ça aurait été un peu compliqué. J'ai gagné des liens françaises, mais je ne sais pas si c'est tout à fait comparable. Ouais. On va y revenir. On va y revenir, c'est la bonne époque. C'est la bonne époque. Bon, Mike content. Avec ce palmarès, je suis sûr que ce sujet te parlera autant que nos intervenants ici. Alors, pour commencer justement ce sujet de la préparation physique et mentale, d'abord, on va, je pense, se tourner dans un premier temps vers Bruno qui, du coup, on vous le disait, est issu du sport, hein, double champion du monde notamment, Paul nous le rappelait. Moi, j'ai une première question, c'est, on va dire, tout récent, cet intérêt pour l'e-sport à niveau professionnel. C'est quoi le constat qu'on fait pour l'instant du milieu e-sport? C'est le paysage, et si on prend une photographie de l'e-sport à ce moment-là, qu'est-ce que tu vois de ton regard de sportif? C'est un milieu très dynamique, très créatif, avec une énergie folle, incroyable, capable de rassembler des fans autant que des clubs de foot ou des clubs de rugby en France. Et en très peu de temps d'occuper la hype qu'il y a dessus. Enfin, on voit avec la K-Corp ce qu'ils sont arrivés à faire en une saison à LFL, enfin un split à LFL. Donc c'est hyper impressionnant et toute cette dynamique-là, elle est comment dire, elle est rafraîchissante quand on vient du sport traditionnel. Oui. Parce qu'on a tendance à être un peu sur le sport traditionnel, quelque chose qui roule. Une routine. Et là, on est en plein essor, en plein développement, et c'est super intéressant à regarder. Oui, alors du coup, c'est vrai que quelques semaines maintenant que tu es dans l'e-sport à titre professionnel, il y a beaucoup de sportifs qui viennent et qui ont un projet différent à proposer à l'e-sport, que ce soit en directeur sportif ou autrement, en termes de coaching aussi. C'est quoi la plus-value d'un double champion du monde de handball aujourd'hui dans l'e-sport ? C'est plus lié peut-être, c'est pour excuser mon âge en fait, c'est plus lié à l'expérience que réellement le fait d'avoir été double champion du monde il y a un temps avec des gens qui ont pris leur retraite depuis longtemps. Non mais je pense que c'est plutôt ça. L'e-sport c'est un milieu qui est jeune, qui est pratiqué par des gens qui sont jeunes, forcément en général, en moyenne plus jeunes que les gens qui font du sport traditionnel, et qui s'est construit avec leur propre code, et en dehors de structures établies dont on a l'habitude sur le sport traditionnel.
Et ça s'est fait de façon très empirique, des fois chacun chez soi, et sans forcément cadre hiérarchique fort, etc., etc. Et ça amène avec soi des modes de fonctionnement. Donc, ce qu'il faut essayer d'apporter, c'est un œil différent. Parce que qu'on soit dans l'e-sport ou qu'on soit dans le sport traditionnel, on a tendance en général à répéter un peu ce qu'on fait, et rester dans une sorte de confort. Et ce qui est intéressant, c'est quand on apporte un œil extérieur et qui est capable de s'adapter, parce qu'encore une fois, quand on arrive dans l'e-sport, quand on vient du sport traditionnel, je pense qu'il faut arriver avec énormément d'humilité. Ouais. Parce que les gens ont gagné sans nous, parce que les gens se sont développés sans nous, et ont créé la dynamique dont je parlais tout à l'heure sans nous. Donc il faut aussi rester humble par rapport à ça, donc, clairement. Et puis derrière, il faut proposer des choses et puis créer de l'envie, créer de la curiosité. Et si je peux faire un parallèle avec ma carrière quand je jouais, moi j'ai pu discuter avec des gens qui venaient d'autres sports, du volley, parce qu'il y avait des histoires de contre à des moments donnés. Moi j'étais gardien, donc je me positionnais d'une certaine manière, etc. Et j'essayais de piocher les choses qui venaient d'ailleurs pour voir comment ça pouvait me faire progresser. Se nourrir d'autres milieux. Ouais. Exactement. Et je pense que l'e-sport s'est construit sans avoir besoin de personne. Mais là, on arrive à pas un moment critique, mais un moment hyper intéressant où finalement les orgs se densifient, se professionnalisent, les joueurs, on leur demande encore plus de choses, ils ont des fanbases encore plus élargies. Oui, ils ont aussi une responsabilité par rapport aux nouvelles générations d'e-sportifs qui vont arriver et qui les regardent. Il y a des gamins qui ont 13 ans, 14 ans, et qui ont envie de faire comme toi et qui ont envie de jouer à la CACORP, par exemple. Tu vois, et on a des responsabilités par rapport à ces gamins-là aussi. Donc ça veut dire aussi se mettre dans un mood un petit peu plus professionnel ou qui ressemble plus à ce qui est établi dans le sport traditionnel. Effectivement, la professionnalisation du milieu... J'ai parlé 2 heures, je suis désolé. C'est pas grave, mais c'est toujours... c'est important à cadrer. C'est important et de toute façon... on ne va pas te retenir de t'exprimer, évidemment, vu que de toute façon, il y a une vraie valeur ajoutée, vous l'aurez compris, sur des professionnels de ce milieu sportif, évidemment, qui ont évolué bien avant nous. Alors, on va repasser par PM très brièvement, parce qu'a priori, tout à l'heure, les informations que tu nous avais fournies, ta présentation que tu nous avais donnée de toi-même, n'est-ce pas, quand tu avais dit « je suis un caster, voilà, émérite depuis des années », on n'avait pas très bien entendu, je te relance cette question, mon cher PM. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je suis commentateur chez 1PV, je commente Counter-Strike, je commente Valorant. J'ai commenté par le passé Overwatch, j'ai coaché sur CS et j'ai joué à CS aussi. J'ai coaché chez Titan et chez AAA, entre autres. Ça fait donc de nombreuses années que je suis dans le milieu et j'ai vu son évolution de l'amateurisme le plus complet à la professionnalisation tout de même assez maintenant installée. Et je l'observe en tant que commentateur essentiellement maintenant. Et justement, quand Bruno parle de prendre des choses d'autres milieux, tu l'avais fait toi déjà à l'époque pour revenir il y a une dizaine d'années à peu près? Absolument pas. Ouais. C'est pas dans ma culture, je n'ai pas le sport dans ma culture. Je sais que c'est le cas de beaucoup de joueurs, de commentateurs, de personnes du milieu qui... souvent, il y a des joueurs en fait qui se sont blessés et qui ont découvert les jeux vidéo au moment où ils se sont blessés et qui se sont passionnés pour ça à ce moment-là. Moi, j'ai pas du tout cette culture du sport et j'ai fait de manière tout à fait empirique, comme le dit Bruno. On bricole, on découvre et à la fin, on comprend effectivement qu'il y a des choses à apprendre chez les milieux sportifs, mais fondamentalement, il y a des choses à apprendre chez ceux qui sont professionnels et qui font ça depuis longtemps. Dans le management classique, dans le sport, mais n'importe où en fait. Pour appliquer ça dans un milieu qui, évidemment, augmente en professionnalisation. On revient sur cette professionnalisation croissante du milieu. Et justement, en parlant de professionnels, je me tourne de fait vers Gluttony pour lui poser une première question, puisque on parle de préparation, on va y venir sur ce débat. Pour un athlète e-sportif, si on doit me donner les termes, c'est quoi concrètement une préparation avant un grand tournoi? Tu as fait l'Evo notamment, tu as fait des grands tournois aux États-Unis qui sont de renommée internationale. Même en France, chez nous, il y avait eu l'UFA, un énorme tournoi aussi européen. Ça veut dire quoi se préparer pour un tournoi? Ça veut dire beaucoup de choses et très peu à la fois en fait. Moi, je pars pas du principe qu'il faut se préparer la veille d'un gros tournoi, je pars du principe qu'il faut être prêt tout le temps. Donc ça part bien sûr au niveau de l'alimentation, il faut également bien dormir. Donc ça c'est classique, tout le monde le sait en soi, mais pas tout le monde ne l'applique forcément. C'est super important parce qu'en fait, moi j'ai une certaine vision du mental, on va dire, en tournoi. Ce n'est pas d'être à 100%,
c'est d'éviter de ne pas l'être. C'est-à-dire que de base, je suis censé pouvoir être à 100%, même que quand je joue en free play ou quand je joue pas forcément en tournoi, que le tournoi soit petit ou grand, je suis censé être capable de jouer à fond. Par contre, quand je suis avant un gros tournoi, c'est là qu'il va y avoir des impacts, des façons de faire pour pour éviter plutôt en fait de ne pas être à 100%. C'est ça le problème. Donc, est-ce que je vais avoir du stress? C'est ça qui va venir et qui va m'empêcher d'être concentré. Est-ce que je vais avoir de la pression extérieure ou même de moi-même? Et c'est ça qui, au lieu de me faire jouer à 100%, va me faire diminuer. Donc, je vais être à 95 parce que j'ai un petit peu de stress, je vais être à 90 parce que j'ai du jet lag, je vais être à 85 parce que je me suis mis la pression. Et c'est ça en fait qu'il faut éviter. C'est pas forcément de vouloir être concentré pour atteindre l'essence, c'est vouloir éviter tout ce qui m'entoure, qui m'empêche d'être concentré à 100%. Et donc cette préparation-là, comme je l'ai dit, elle est déjà au préalable bien avant, donc au niveau de la préparation de l'entraînement. Donc je suis censé déjà savoir exactement ce que je vais faire avant même que le tournoi soit présent. Je ne sais pas contre qui je vais jouer à l'avance forcément, donc il faut que je sois vraiment prêt. Et ce n'est pas juste la veille où je vais me dire, ok, je ne me suis pas préparé pendant 3 mois, mais c'est juste la veille, je vais me dire, j'ai juste à me concentrer bien demain et c'est bon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment se concentrer tout le temps, être prêt tout le temps, s'entraîner tout le temps pour être prêt le jour J, en fait. Et éviter, après il y a toute cette notion de éviter le stress, éviter la pression, ça c'est autre chose, c'est vraiment au niveau du mental, c'est en soi, vraiment c'est un travail en soi qui n'est pas forcément possible tout le temps, puisqu'en fait il faut s'entraîner à gérer la pression. Oui. Ça c'est un souci que j'ai eu aussi. L'expérience de tournoi, oui. L'expérience de tournoi, c'est-à-dire qu'en Europe, je n'ai pas ce problème de pression. C'est-à-dire que je sais que je vais gagner, ça peut paraître un peu... Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que depuis la sortie du jeu, le 7 décembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun tournoi physique européen qui ne t'a échappé, sauf si le numéro 1 mondial, qui n'est pas européen, vient chez nous. C'est ça. Donc c'était limite, lui, au contraire, je partais perdant dans le sens où je sais qu'il est plus fort que moi, donc il faut que je me donne à fond, il faut que j'essaye de le battre. D'ailleurs, j'ai réussi à le battre, c'était en Autriche. J'ai réussi à le battre en winner, il m'a rebattu en loser, mais je me suis vraiment donné à fond. Et là, pareil, j'avais pas de pression non plus, puisqu'au final, il est plus fort que moi, donc je n'ai rien spécialement à prouver à personne. C'est juste à moi-même, j'ai envie de me donner à fond, donc pas de pression. Et pareil, quand je suis en Europe, pas de pression, puisque je sais que si je joue à 80-90%, je vais gagner, donc pas de pression non plus. Et ça, c'était un gros problème pour moi, puisque cette pression-là, en fait, je ne l'ai eue uniquement quand j'allais aux US. Ouais. Puisqu'aux US, c'est très, très, très différent. J'ai fait 14 heures d'avion pour aller là-bas, je suis en jet lag, je suis fatigué. Quand le tournoi commence, en fait, moi j'ai juste envie de dormir. Donc le tournoi qui commence à 16h à peu près, ou 18h, là il est 4h du matin en France. En fait, c'est l'heure de dormir. Moi j'ai d'autres choses à faire, je veux dormir. Donc c'est vraiment difficile à gérer. Et ça, typiquement, c'est des trucs sur lesquels tu penses qu'il faut que tu t'adaptes pour la suite et t'apprends en fait finalement sur le tas. Exactement. Donc ça, c'est des trucs que j'ai pas pu gérer avant. Au niveau de la pression aussi, puisque là-bas, tout le monde attend que je fasse un résultat. Parfois, je suis le seul Français, voire le seul Européen à aller à un tournoi aux US. Donc forcément, j'ai beaucoup de pression. Ça, j'essaye de ne pas vraiment y faire attention, mais j'ai quand même la pression vis-à-vis de moi, puisque j'ai envie de montrer que je suis capable de faire ça, pas aux autres, à moi-même. Donc moi, vraiment, les résultats, pour moi, c'est pas du tout pour les autres que je le fais, c'est que pour moi-même, et j'ai vraiment envie de montrer, de me prouver à moi-même que je suis capable de faire tout ça. Et quand je suis aux États-Unis, c'est le moment où je dois vraiment me prouver ça. C'est vraiment compliqué. Comme je l'ai dit, il y a le jet lag. J'ai pas l'habitude de gérer cette pression-là, donc j'ai découvert que je stressais. Quand aux États-Unis, tu découvres que tu stresses. J'ai découvert que je stressais. Sur qui j'ai vu hocher la tête à plusieurs reprises, c'est des problématiques que toi tu as retrouvées à plusieurs reprises. Alors c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que moi du coup en tant que staff et en tant que gestionnaire d'équipe, ce qu'on va chercher, c'est faire en sorte que ces questions, en fait, que le joueur se les pose lui-même. C'est-à-dire que nous, je ne vais pas imposer des choses aux joueurs sans qu'ils les comprennent. D'abord, il faut qu'ils comprennent sa situation, pourquoi il est stressé, quel est aussi son état de performance. Je pense que c'est la chose la plus importante et c'est quelque chose que je pousse auprès de mes joueurs. C'est-à-dire qu'il y a je trouve qu'il y a une mauvaise façon de penser qui a été instaurée dans certaines équipes. C'est on va leur dire aux joueurs de manger ça, de faire ça, de faire ci, de faire ça, mais ils ne comprennent pas pourquoi en fait. Le but aujourd'hui, c'est pas qu'un joueur mange ce que je lui donne, c'est qu'il comprenne ce qu'il a besoin de manger pour être performant. Donc en gros, moi, ça me fait super plaisir d'entendre un joueur dire ça juste à côté de moi, parce que ça montre qu'il a réussi à comprendre les besoins qu'il avait pour performer. Donc, il a compris, il s'est posé, déjà, il a eu une étape de réflexion. C'est-à-dire qu'il s'est posé tout seul, il s'est dit pourquoi je ne performe pas à ce moment-là, Déjà, juste faire ça, tu atteins un niveau qui est au-dessus de la moyenne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se posent. Il y a des joueurs qui vont utiliser des simplicités, qui va être je ne performe pas parce que voilà, il y a ça, parce qu'il y a ci, parce que... Alors qu'au contraire, il faut plutôt se dire, voilà,
qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour performer, Ouais. et le stress, comment j'aurais pu le gérer. Donc, C'est un tout. C'est un tout, c'est c'est au un global. tout. Et c'est quelque chose que quand un joueur atteint ce niveau-là, bah forcément, il va avoir des simplicités pour gagner parce que voilà, il comprend son corps, il comprend sa performance, et c'est plus simple, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, peut-être, alors je te pose la question, mais je pose un peu la question à tout le monde, encore un peu d'autonomie et de tout le monde s'est un peu construit tout seul et c'est complètement l'inverse du sport, parce que toi, je suppose, Bruno, quand tu es rentré dans le milieu du handball professionnel, tu es déjà arrivé avec un énorme staff, etc. Et même, tu as été formé à ça, non? Alors plus ou moins, parce que quand j'ai commencé, le handball n'était pas tout à fait pro ou débutait à l'aide. Donc j'ai vu cette évolution du truc où les mecs, ils bossaient moi j'étais étudiant, mais les mecs bossaient dans la journée, venaient s'entraîner à 19h et finalement prenaient sur leur jour de congé pour partir en stage, pour faire des trucs comme ça. Jusqu'au moment où ça a basculé du côté où on s'entraînait 2 fois par jour, point. Il y avait des kinés, il y avait des docteurs, il y avait des préparateurs physiques, il y avait des choses comme ça, ou mentaux parfois. Et donc j'ai vu cette évolution. Mais enfin, tous les deux, vous avez dit des choses qui sont hyper intéressantes. Toi aussi, tout à l'heure. Mais Ça peut arriver. mais parce qu'il y a effectivement les choses, il faut qu'elles viennent de l'athlète. Parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose. Soit sur la préparation mentale, ça rime à rien. La nutrition, le mec il va le faire 48 heures, dès que tu as le dos tourné, il va plus le faire. Le sommeil pareil, etc. Là, ou l'entraînement. Il faut que l'athlète en fait, comprenne, s'approprie le truc. Et puis lui créer la curiosité dont je parlais tout à l'heure et cette envie d'aller chercher pourquoi. Chaque fois. C'est le pourquoi qui te fait avancer. Mais c'est dans le sport traditionnel, c'est la même chose. Mais c'est là aussi qu'on voit les différences entre les mecs qui font des bonnes performances, parce qu'ils se posent un certain nombre de questions, ou pas beaucoup de questions, parce qu'ils jouent sur un talent pur, et les mecs qui sont au-dessus, parce qu'ils ont ce talent et autre chose. Et une hygiène de travail. Ouais, et puis surtout, ils sont impliqués dans ce qu'ils font. Il y a toujours une réflexion sur leur activité, pourquoi ils le font, comment ils pourraient le faire mieux, etc. Au-delà du moteur, de dire de l'ego ou quoi que ce soit. Mais il y a ça, et c'est ça qui fait la différence sur la pyramide comme ça, de la performance. C'est ça qui fait la différence. C'est cette capacité de remise en question, de compréhension de pourquoi on fait les choses, etc. Et voilà. Est-ce que, alors avant de passer à ta question, est-ce que justement dans l'e-sport, il n'y a pas, et c'est ce que tu disais un petit peu, une mauvaise compréhension de ce que parfois les gens qui viennent du monde du sport essayent d'apporter? Mais peut-être parce que les mecs du monde du sport, enfin, quand on vient du monde du sport, comme on dit, ça fait 70 ans que c'est en place et c'est acquis. Enfin, tout est acquis. C'est-à-dire, quand on fait des typologies d'entraînement différents, quand on dit qu'il faut dormir à telle heure, quand on mange les pâtes avant le match, c'est naturel. Ça fait partie de la culture, entre guillemets, qu'on a. On ne met pas en question. Que même quand on ne connaît pas le sport, ou quand on ne pratique pas le sport vraiment de façon à compétition, on l'a déjà. Dans l'e-sport, il faut se construire avec ces choses-là. Voilà. Il faut l'adapter. Et c'est peut-être ça le truc. Mais donc, il faut bien l'expliquer. Parce que si on arrive, on dit, bon, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu parles, ou si tu fais du coaching, et tu dis, ou du coaching de coach. C'est-à-dire que tu parles au coach et tu dis, ouais, il faut que tu leur parles comme ça. Mais pourquoi, en fait? Tu vois. Mais c'est ça qui est important. Je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont adaptables, mais il faut bien les présenter. C'est primordial. Parce qu'on rappelle, du coup, Gluttony, très, très brièvement, mais tu n'as pas aujourd'hui de coach, par exemple, mental, coach physique, tout ça, tu n'en as pas ou tu en as? Non, donc j'en ai pas. Donc ni coach mental, ni coach physique. Non, après, en fait, je ne sais pas si ça aurait été utile dans le sens où il fallait d'abord que je découvre tout ça et que justement, comme il l'a dit, je me pose les bonnes questions. Le pourquoi, je pense que c'est une question qu'il faut absolument se poser presque tout le temps en fait dès qu'il y a un souci, puisqu'il faut se poser la question pourquoi, puis aller encore plus profond quand on a la réponse encore pourquoi, pour en fait comprendre la logique qu'il y a derrière. Une fois qu'on a compris la logique, on se connaît un petit peu mieux soi-même et après on peut appliquer certaines choses. S'il y a quelqu'un qui venait et me disait ça, fais ça, fais ça, fais ça. D'accord, mais pourquoi? S'il n'est plus là, est-ce que je continuerai à le faire? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait le même impact si je ne comprends pas pourquoi il me dit ça? Ça, j'en sais rien. Ça me correspond déjà. Exactement. Donc, je pense que chaque personne a des besoins différents. Chaque personne doit faire des choses différentes. Et il faut se comprendre et se connaître, en fait. Et il fallait que je passe d'abord par cette étape, je pense, de savoir me connaître. Et peut-être après, un coach là pourrait m'être utile, mais il fallait absolument que je passe par là, sachant que, comme je l'ai dit, en Europe, je n'ai pas connu ça. Depuis que j'ai commencé la compétition à 13 ans, à 13 ans, je ne stressais pas. J'avais 13 ans, je venais de nulle part, même si je faisais des tournois premier, deuxième, troisième, j'avais aucune raison de stresser. Après, pareil, je ne stressais pas non plus. J'ai jamais stressé en Europe.
Donc il fallait bien que je découvre ça quelque Ouais. part et ça m'est arrivé aux États-Unis. Du coup. Bah, ça, PM, enfin, pas de coach mental, physique. Alors, je sais que dans les jeux de combat, on est un peu en retard. Hein. Bon, ça, je le sais. J'anticipe sur la réponse de PM. J'ai rien Je le dit. connais un petit peu. Je sais qu'il va me taquiner là-dessus. Bon, je sais qu'on a à peu près 10 ou 15 piges de retard sur pas mal de trucs. Mais c'est quand même un peu archaïque. Alors, pas d'un point de vue, je dirais, péjoratif. C'est pas péjoratif, mais c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, un jeu de combat, qui est une discipline individuelle, où il y a un travail sur soi qui est énorme à faire, bah, la plupart des joueurs n'ont pas, ou c'est très sporadique, on va dire, de coach. Voilà. Ça te paraît étonnant, toi? C'est une question de culture, c'est une question de moyens. On compare le handball au basket, le basket au football. Bon, ce ne sont pas tous la même histoire. Ils se développent certains plutôt que d'autres. Je pense que la professionnalisation du football, elle s'est faite vraiment très vite et très bien parce que les moyens déployés sont gigantesques. Le handball, il arrive derrière, mais il arrive aussi. C'est la même chose pour les disciplines de l'e-sport. Donc ça ne m'étonne pas. Pour revenir sur le sujet des joueurs et pour cette question de l'éthique de travail et de l'hygiène de vie, pour les convaincre, en fait, il faut qu'ils l'éprouvent. Il faut qu'ils ressentent les effets. C'est-à-dire que de temps en temps, ils vont faire ce qu'on appelle un bootcamp. De temps en temps, ils vont avoir des horaires réglés, ils vont être encadrés parce que ils seront entourés par le club pendant une période. Et ils vont ressentir à moyen terme, à long terme, les effets, ça va les marquer. Quand on échange avec eux, ils se rendent compte des bienfaits de la chose. Quand ils reviennent après chez eux, quand ils reprennent leurs mauvaises habitudes, qui sont celles des gamers typiques en fait, Oui. la vie la nuit, mal manger, etc., le sommeil erratique, ils sentent que finalement il y a un plus à se contrôler et à structurer. Pour autant, on n'a pas toujours un accès à ces moyens facilement, particulièrement pendant la Covid. Et donc, il faut absolument, chez les joueurs, et comme le dit Bruno, installer une culture, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit intégré vraiment un réflexe. On vit comme ça tout le temps. Ouais. Pour le sportif, son corps, c'est son outil. Ouais. Donc, il va très vite sentir que, bon, s'il ne dort pas, il ne va pas lancer la perche très loin. Mais il y a ce truc, en fait, un peu de... c'est pas parce que tu vas faire 4 tours de terrain que tu vas mieux jouer à CS, en fait. Et ça, c'est un truc qui... Enfin, parfois, on a l'impression que chez certains, il y a cette idée qui est véhiculée aussi, non? En fait, si, tu vas mieux jouer à CS, mais ça va se faire sur le long terme, ça Oui, va voilà. créer Tu vas quelqu'un durer, qui est quoi. C'est un peu durable. ce qu'a fait Astralis, finalement. Oui, mais il faut l'éprouver. Le joueur, il va pas le percevoir, d'autant qu'ils sont jeunes. Et vu que le corps est quand même un outil pour eux, mais c'est surtout l'esprit, c'est beaucoup plus nerveux. Vu qu'ils sont jeunes, ils peuvent encaisser les nuits blanches, ils peuvent encaisser la malbouffe, ils peuvent se ressaisir beaucoup plus facilement, physiologiquement. Ouais, bien Donc ouais, ils ont une hygiène de vie parfois déplorable. Ça passe, quoi. Et ils ont gagné comme ça. Ils ont beaucoup gagné. C'est pas facile de les convaincre. Et évidemment, quand ils vieillissent, quand ils arrivent à la trentaine, qu'ils enchaînent, que le rythme se fait ressentir, leur dire il faut gérer le sommeil, la nourriture, l'alimentation, l'entraînement, comment parler aux gens, qu'est-ce que c'est que la vie d'une équipe, etc. Ils comprennent que ça a du sens parce qu'ils ont vécu des moments où justement ça les a handicapés, où ils ont pu perdre le fil, un match, une compétition, parce que franchement, ouais, ils n'étaient pas dedans pour des trucs à côté. Ouais. Et à contrario, ils vont avoir ressenti en étant bien dedans que ah ouais, ça vient naturellement, on est performant parce qu'on a sa routine, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps et ça roule. Ouais. Le corps s'adapte. Le corps s'adapte. Attends, Le corps s'adapte, il y a une- toujours. C'est super intéressant ce qu'il dit parce que je l'ai souvent dit sur Twitter, on dit voilà, on rigole, il y a plein de gens qui disent voilà, la défaite, ça nous permet de ça. Mais moi, j'adore les défaites. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elles me permettent d'introduire quelque chose à l'équipe. Et ces histoires de performance, comme je dis, un joueur comprend sa performance. En fait, il la comprend quand il perd une game. Et c'est vraiment important parce que nous, ça nous est arrivé cette saison. On a eu des contre-perfs. On l'a bien vu dans certaines games. Et ça a mis ce déclic à certains joueurs où on a essayé. Donc, moi, en fin de compte, mon rôle, c'est d'être un miroir. Pareil pour mon staff, c'est-à-dire qu'on arrive, on fait bon, on te pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, tu as fait tes games de warm-up, tu as fait tes trucs, tu as fait ça, comment ça s'est passé ta journée, tu t'as ressenti quoi? Tu t'es ressenti comment? Et le but, c'est que le joueur, il se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai ressenti ça, j'ai fait ça. On essaye 100, hop, on 2-0 la semaine d'après. La semaine d'après, on perd une game. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le questionnement? Et c'est vrai que la défaite est une solution, malheureusement, pour être performant et pour atteindre un niveau plus haut. Et c'est quelque chose, enfin, si elle est bien traitée en tout cas, si elle n'est pas laissée à la bande. Et c'est quelque chose que vous avez vécu déjà cette saison? On l'a En vécu l'espace de cette quelques année. semaines. On l'a vécu cette année et on l'a vécu sur des moments extrêmement. Je pense que si on perdait pas ces games-là, qu'on les gagnait par exemple, ça changerait peut-être nos résultats en fin d'année. Donc c'est pour ça que des fois, je suis très content de perdre des games. La défaite, c'est un élément traumatique. Et un élément traumatique, potentiellement, ça permet le changement.
C'est ce que disait un peu Gluto d'ailleurs, c'est quand tu as été challengé, quand tu es sorti de l'Europe, c'est ce qui t'est un peu arrivé, quoi. Bah, c'est exactement ça. En fait, à chaque fois que j'ai perdu, j'ai appris énormément. Donc, je me pose la question pourquoi. Encore une fois, la question qui est très simple. Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et grâce à ces défaites-là, j'ai pu m'améliorer. Alors, en Europe, bah, j'avais quelques défaites. La plupart du temps, bon, c'était presque tout le temps même en winner bracket. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est en 2 brackets éliminatoires, la winner, la loser. Oui. Donc en winner, j'ai le droit de perdre, on va dire, et en loser, j'ai plus le droit. Et bah, en loser, j'ai pratiquement jamais perdu en Europe, puisque j'avais pas assez de challenge, on va dire. Mais les seules fois où je perdais, là, j'apprenais énormément. Donc je pense que la défaite, c'est vraiment quelque chose à vraiment utiliser de la bonne manière, bien entendu, parce que si on perd et qu'on se dit, OK, j'ai perdu, mais c'est pas de ma faute, bah, on n'apprend rien. Ouais. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qu'on apprend? Il faut se remettre en Il question. y a de l'ego, mais effectivement, cette notion de défaite, et justement, met en avant les faiblesses et processus de l'apprentissage, quelque chose qui est très vite, je pense, acquis dans les disciplines individuelles, vu qu'on est seul face à soi-même, et c'est probablement l'un des meilleurs arguments que je peux donner pour prêcher cette paroisse. Alors, du coup, mon cher Paul, puisque nous avons 4 intervenants compétents et fort beaux d'ailleurs, on n'a pas forcément mentionné, mais du coup, on a également un 5e intervenant, c'est une intervenante. Une 5e intervenante, ouais, qu'on a contactée un peu en amont de cette émission. On l'a fait déjà sur les précédentes émissions pour lui poser des questions. C'est une psychologue du sport qui est spécialisée dans l'e-sport. C'est Mia Stelberg, pour ceux qui suivent un petit peu l'e-sport. C'est une psychologue qui a bossé avec Astralis, qui a beaucoup aidé Astralis à gagner son premier major, qui a créé un espèce de déclic psychologique. Elle a aussi bossé avec OG notamment. Oui. Elle était avec eux quand ils ont gagné leur deuxième The International sur Dota 2. Aujourd'hui, elle bosse notamment avec SK Gaming. Elle a aussi travaillé dans le sport avec des athlètes olympiques. Donc on l'a eu, on lui a posé des questions sur sa vision de comment ça se passe dans l'e-sport et son travail également. Et la première question, une des premières questions qu'on lui a posées, ça a été sur la réception. Comment les joueurs dans l'e-sport ont reçu le fait qu'elle allait essayer de les aider, quoi. Est-ce que c'était quelque chose auquel ils étaient ouverts? Ouais. Et donc du coup, on vous propose ce document tout de suite. Avec, on en parle juste après. Du coup, et on débriefe tout de suite après. When I started working for my first organization, actually the request had been from the players. The players wanted to be mentally stronger. The players were really professional and wanted to be the best team in the world, and they understood that it requires mental strength. The world is full of talented players, but only few of them are mentally strong enough to lift the trophy. Then it is a very different scene if you really want to challenge the best ones in the world. And in my experience, nobody has been able to win anything significant without being mentally prepared, mentally strong, knowing what it takes to perform well. So the preparation to any big event, it starts already 6 months before. If you start preparing for any big event 1 month before, then you're already late. You can't really make strong foundations. You can't really build anything significant that makes you the best one in the world if you do not have time, if you do not have patience, if you don't do the right things at the right time. There is no easy fix in making a team that makes history. Et donc les premiers mots de Mia Stelberg là-dessus qui met en avant la demande des joueurs. C'était les joueurs qui voulaient justement être accompagnés. Ouais. Et c'est une demande organique. Je me tourne déjà vers Shanky de fait sur ce sujet-là. À la K-Corp, bon, vous avez fait un parcours relativement incroyable sur cette LFL. Alors incroyable, un mot somme toute générique, mais vous n'étiez pas attendu, vous êtes désormais en finale qui se jouera jeudi et j'ai cru apercevoir quelques fumigènes bleus dans le chat déjà en masse, donc on compte évidemment sur eux. Mais Shanky, là-dessus, est-ce qu'il y a une demande chez les joueurs de la K-Corp pour être accompagnés comme un peu ce que vient de nous décrire Mia Stelberg ici? Alors, pas forcément, parce que je pense que ça dépend des milieux, parce qu'elle a bossé avec l'équipe sur du CS, Counter-Strike, avec des gens qui sont, je pense, beaucoup plus matures.
plus âgés en soi. Bah, c'était le top. Voilà. Ils n'avaient Donc- pas gagné de major, mais c'était le top. Donc je dirais, il n'y a pas une demande forcément de. Enfin, j'ai bossé avec une vingtaine de joueurs. On n'est jamais venu me voir, Shanky, j'ai besoin d'un coach mental ou etc. Parce que c'est pas forcément quelque chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un sport d'équipe, on n'est pas sur un sport individuel. Donc forcément, tu vas plus te reposer sur les gens autour de toi, sur tes teammates, sur ton staff, etc. Donc j'ai pas forcément eu de demande. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que c'est vrai qu'un major, ça se prépare 6 mois à l'avance et pas 1 mois avant. Donc, ce qu'on disait sur les défaites de tout à l'heure, c'est une partie de la préparation. Et il y a aussi, bon, j'apporte ce terme, j'aimerais bien avoir l'avis en plus de Bruno là-dessus. Moi, je suis un très grand believer de la zone ou du flow. C'est-à-dire l'état de grâce d'un sportif, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je lis beaucoup de choses là-dessus. J'ai bossé aussi avec Thierry Asquenet, qui était avec nous chez Vita l'année dernière, qui était joueur de tennis, qui a bossé aussi avec Yann Monfils, avec des grands du tennis, qui m'a pas mal appris sur ce sujet-là, du flow, de la zone, des conditions pour entrer dans cette zone qui permet une grosse performance. Et sûrement, Golo Tony, tu as déjà dû la vivre, cette expérience, d'un moment où tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi et tu fais une très grosse performance et tu dois la vivre sûrement au major. Et ça se build sur 6 mois. Et c'est exactement une durée qui me semble constante. Et c'est pour ça que c'était super intéressant ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est pas plus dur sur LoL aussi, avec les calendriers qui sont pas forcément évidents? Forcément, mais après, c'est plus dur pour toutes les équipes. Donc, c'est à nous aussi d'être meilleurs pour gérer ce planning et faire en sorte qu'on soit les meilleurs à comprendre comment atteindre cette zone ou cette performance avec notre équipe, avec le planning instauré. Il y aura toujours un gagnant à la fin, donc même si le planning est compliqué, il est compliqué pour toutes les équipes, donc c'est à nous de gérer ça, quoi. Donc la finale LFL, vous la préparez depuis 6 mois? Elle est préparée depuis qu'on a perdu contre Misfits cette première semaine. Okay. Donc forcément, c'est quelque chose depuis le début qu'on a en tête. Le plus important, c'est de se fixer cet objectif, j'ai envie de dire. C'est que tant que tout le monde se dit « je veux être gagnant à la fin, je veux gagner la LFL », et c'est ce qui est le cas avec la K-Corp, comme tous les joueurs, tous les membres du staff le disent depuis le début, tant que c'est pris en compte et qu'on se donne les moyens pour le faire, c'est-à-dire qu'on comprend les nécessités derrière pour l'avoir, ce résultat, bah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, du coup, je me permets une petite remarque, puisqu'on a entendu Zerator chez des confrères notamment parler de votre succès en LFL, et justement mettre en avant ce côté e-sport passionné qui ne répond pas au code classique qu'on va pouvoir retrouver dans certains grands clubs, avec justement cette présence de coach physique, de coach mentaux, etc. Et lui-même le décrit comme une grande réussite en fait, et que finalement on n'a pas besoin, a priori, selon Zerator, de tous ces éléments pour s'afficher en finale d'un split, enfin tout du moins d'une compétition aussi acharnée. Tu serais d'accord avec ce que propose justement Zerator, qu'on salue évidemment bien bas? Je pense pas qu'on n'en a pas besoin, mais je pense que si on comprend, en tant que staff, donc je parle de mon staff, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a Striker et Réa aussi qui bossent avec moi, donc en tant que staff, on comprend les attentes de nos joueurs et surtout, comme j'ai dit, on sert de miroir et pas forcément de dictateur. On impose des choses et que les joueurs ne comprennent pas et qu'on sert de miroir et que nous-mêmes, entre nous, on se pose des questions pour essayer de vraiment anticiper les problèmes et faciliter la réponse aux questions des joueurs. Bah, je pense que c'est sûr qu'un coach mental va apporter des choses parce que on va avoir son expérience, on va avoir des choses, un coach physique aussi, on va pouvoir prendre son expérience et répondre à des questions. Mais je pense qu'au niveau où on est actuellement, déjà la base, c'est avoir ce côté miroir. Partir sur les bases, c'est important. Coach physique, coach mental, quand on jouera les Worlds et qu'on voit qu'on a atteint une limite, eh ben, peut-être qu'à ce moment-là, on doit dépasser. Mais là, pour la LFL, en tout cas, le plus important, avec des joueurs qui viennent d'arriver, une équipe qui se construit, je ne vais pas arriver et dire, les gars, on va devoir faire 6 tours de terrain parce que vous avez besoin, alors que les mecs, il y a déjà un problème de communication. Je préfère d'abord que chacun se pose la question, c'est quoi mon job dans l'équipe, et comprenne son job et prendre 2 mois dessus, plutôt que de donner 1 mois que le joueur se focus là-dessus, 1 mois où il doit se focus sur sa santé physique. C'est pas logique. Et en plus, c'est quelque chose que... Bon, alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose que Prime avait mis en avant d'ailleurs au début, qui avait dit que lui, qui a cette expérience un peu du sport. Mais moi j'adore ça. Les joueurs qui ont travaillé avec moi, ils savent très bien que, surtout ceux qui ont bossé avec moi chez Vita, il y a les petits tours de terrain et l'activité en sport le matin.
parce qu'à un moment, ça peut être bien aussi. Tu vois, mais après, il faut que ça soit bien géré aussi. Il ne faut pas que ce soit. Tu fais des tours de terrain, il faut comprendre, il faut donner un autre aspect derrière, il faut l'expliquer. Il faut dire que voilà, on va faire du team building ensemble, on va rigoler. Voilà, il faut de la pédagogie. Exactement. C'est de la pédagogie derrière. Tout fonctionne avec la pédagogie aujourd'hui. L'autorité ne fonctionne pas. Il faut être honnête. L'autorité ne fonctionne pas parce que déjà, si tu as besoin d'imposer quelque chose, c'est pas la notion de coach. Le coach, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de ramener les gens vers son idée et pas forcément de les pousser directement. Donc forcément, il y a les bases à atteindre d'abord avant de parler de préparation physique ou autre. Et il faut que ça soit bien amené aussi. Est-ce qu'il y a une question d'éducation aussi ? Il faut éduquer ce milieu un peu à... Oui. Il faut, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut répondre au pourquoi on fait ça. Et montrer les bienfaits, expliquer pourquoi il va y avoir des bienfaits. Mais la plus grosse difficulté, elle est sur les rythmes. C'est-à-dire qu'on est dans l'e-sport, dans le sport traditionnel aussi, mais dans l'e-sport particulièrement, on est sur des rythmes de compétition qui sont plutôt élevés. Avec, on passe d'un tournoi à l'autre, sur les Rocket League ce soir, ils jouent The Grid, et Regional 2 au milieu de semaine, etc. Ça enchaîne. C'est pareil, etc. Et donc c'est sortir de cette espèce de roue qui tourne sans cesse pour arriver à prendre du recul, pour savoir comment disait la psychologue du sport, c'est comment on arrive à construire la performance sur le moyen et sur le long terme. La plus grosse difficulté, elle est là. Elle est se dire de relativiser ce qui se passe sur l'instant à partir du moment où on met les ingrédients pour réussir après. Voilà. Et ça, c'est le plus compliqué parce que c'est le plus compliqué en tant qu'organisation pour supporter qu'on perde des matchs. C'est compliqué pour les joueurs à qui on doit faire, les athlètes à qui on doit changer certaines habitudes, certaines zones de confort, et en se disant mais je ne suis pas à l'aise, etc. Mais pourquoi, fameux, etc. C'est encore plus si c'est un sport un jeu collectif où là-dessus ça met en branle pas mal de choses, et puis ça impacte aussi d'autres mecs que soi-même. Donc voilà, la plus grosse difficulté, elle est là, c'est-à-dire de supporter ça, supporter ces zones un peu de flou et de savoir en tirer. Tu parlais de la défaite, vous parliez de la défaite qui était constructive, c'est exactement ça, quoi. C'est d'arriver à faire ça. Mais pour ça, il faut s'extraire de ce qui se passe tout de suite là. Et c'est le plus... Prendre le recul. Prendre le recul, mais c'est très compliqué. Quand on est un compétiteur, on a envie de tout gagner. Quand on est un patron d'orgue, on n'a pas envie de se faire brancher sur Twitter. Et on veut tout gagner aussi. Voilà. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Principe d'investissement. Et PM, du coup, quand on voit tout ça et l'époque durant laquelle toi tu coachais et tu proposais justement un encadrement avec des joueurs, Ziwoo notamment, ça n'existait pas ou peu tout ça, ou tout du moins il y a quelques années, on parlait très peu de ces composantes justement de bien-être du joueur, de santé mentale, de préparation physique, et pourtant il y avait quand même des exploits sportifs. Est-ce qu'on est quand même sur une époque qui évolue pour le bien, ou est-ce qu'avant on s'en sortait très bien sans ? On s'en sortait, on bricolait avant. Le fait est que les performances augmentent et donc le moindre avantage sera pris, c'est ça le discours ambiant. On prend des sportifs, des expériences, des encadrements, des régimes, des process pour rationaliser, etc. Parce que le moindre détail peut compter pour la victoire. Ce qui va créer de la frustration vis-à-vis de tout ça pour les joueurs, lorsqu'on va leur dire qu'il faut faire du sport, qu'il faut bien manger, ceci, cela, etc. C'est si les bases du jeu, la cuisine du jeu, si on ne sait pas dribbler au football, si on ne sait pas jouer en équipe, si sur CS il n'y a pas géré une maîtrise stratégique, si sur League of Legends il n'y a pas un bon compteur de creep, si ça bouge mal sur la mini-carte, etc. Et eux, et après on leur parle de choses à côté. Et bien là, ça décroche. Et là, ils disent mais ça sert à rien. On pourrait peut-être commencer par les vrais problèmes, etc. Donc évidemment, il faut que ça soit complet, parce que si les gens étaient performants avant, c'est parce que d'abord, on était dans la cuisine du jeu, en lui-même. Là où on était hyper compétent, là où on était dans l'excellence. Et on l'est encore plus maintenant, et on l'est toujours. Évidemment, quand ça coince sur le terrain, et qu'on leur parle des à côté du terrain, eux, ils vont phaser directement et ils vont se dire « mais là, on n'est pas sur le sujet ». Donc c'est compliqué de leur faire entendre la chose quand ça ne se passe pas déjà très bien sur le terrain. Ouais. Et a priori, je me tourne vers Gluto, mais toi, ça se passe très bien sur le terrain, hein, très très bien. Je pense que le palmarès européen parle pour lui. Du coup, tu peux te poser ces questions aujourd'hui. Tu peux te dire, je suis dans un niveau de confort, manette en main, en Europe, pour délimiter la chose, qui est suffisant pour avoir une routine pensée
encore plus, enfin, penser améliorer peut-être. Est-ce que tu as une routine, toi, en tant qu'athlète e-sportif, justement, où tu vas te mettre dans une dynamique, bah tiens, j'entretiens physiquement, je m'entretiens, ou alors je parle à des gens pour essayer de me construire mentalement, de soulager ce stress que je peux vivre aux États-Unis. Est-ce que tu t'autorises une routine et est-ce que tu en as une d'ailleurs? Alors, ça dépend ce qu'on appelle par routine. Donc, j'ai pas de routine en sens où je vais pas faire telle activité de telle heure à telle heure, puis je vais faire une autre activité de telle heure à telle heure pour m'entraîner. Non, c'est plutôt une routine globale, une habitude en fait que je vais avoir. Il faut toujours que je m'entraîne, toujours que je m'améliore. En tout cas, quand je décide de m'entraîner, il faut que je le fasse pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand ils s'entraînent, ils font les choses à moitié. Ils vont jouer pendant 5 heures. À moitié s'entraîner, à moitié s'amuser. À la fin des 5 heures, ils ne se posent même pas la question qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils ne se posent pas la question de à quoi servent ces 5 heures-là. Non, ils ont juste vu ça. Là, à la fin de la journée, ils se disent ouais, je me suis entraîné. Qu'est-ce que tu as appris à la fin? Rien. Ces 5 heures ont servi à quoi? Rien. Est-ce que tu t'es beaucoup amusé? Pas spécialement. Est-ce que tu t'es bien entraîné? Pas spécialement. À quoi ça a servi? On ne sait pas. Ouais. Moi, je préfère faire les choses vraiment aux extrêmes. Soit vraiment je joue juste pour m'amuser, donc en stream, c'est vraiment pas de l'entraînement. Soit je m'entraîne à fond, j'ai pas besoin de streamer ça, j'ai pas besoin de le montrer aux autres, je m'entraîne et je me pose la question qu'est-ce que j'ai appris à la fin? Est-ce que ça m'a servi ces 4 heures, ces 5 heures? Même parfois je m'entraîne pendant 10 heures, ça m'a vraiment servi. Donc vraiment, je me fais ça. Mais j'ai pas non plus de routine. Tous les jours, je fais 2 heures d'entraînement de ça, 3 heures d'entraînement de ci. Il y a quelque chose aussi dont je voulais parler, c'était par rapport à la rigueur. Donc ça, c'est très, très, très important. On n'a pas forcément besoin de rigueur quand tout le monde quand personne n'est rigoureux, en fait. Donc forcément, si personne n'est rigoureux, il y en a un qui va être plus fort que les autres, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, quand vraiment tu vas être le meilleur des meilleurs tout le temps, il y a quelque chose. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui te différencie des autres. Oui. Et la rigueur en fait partie, bien entendu, la rigueur d'entraînement. Il ne faut pas s'entraîner pour rien, il faut avoir une méthode d'entraînement, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. C'est vraiment pas si simple que ça pour en tout cas se démarquer. Bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, si tout le monde fait juste de la cuisine, il y en a un qui va se démarquer peut-être par rapport aux autres, mais il va gagner un petit peu plus que les autres, mais c'est tout. Mais pour vraiment être du top, comme on en a parlé. La constance, ça a l'air de. Il n'est pas champion d'Europe pour rien. Hein. Ouais. Celui-là, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça de la part d'un joueur parce que en tant que staff, en fait, on veut que le joueur arrive à ce point-là. Donc, j'ai pas envie de lui imposer de devenir comme ça, mais lui poser la question qu'est-ce que tu as besoin de faire pour performer et comprendre cette rigueur. C'est important ce qu'il a dit parce que c'est vrai que dans les entraînements, mais moi j'ai vu dans les scrims, etc., il y a une certaine, il y a peut-être un manque de rigueur de certains joueurs qui vont arriver en scrim. Je parle des années précédentes surtout, où voilà, on arrive. Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est le travail? Et c'est super important d'être capable de poser ces questions-là aux joueurs. À dire les gars, il faut séparer votre endroit de travail et votre endroit de fun. C'est aussi notre travail de créer des activités qui vont séparer ça. Être avec ton équipe pour prendre du fun, être avec ton équipe pour travailler. Et ça, c'est important. C'est en tant que joueur, d'être capable de se dire, si j'ai envie d'être le meilleur, il faut que j'ai de la rigueur, parce que sinon, le mec qui en a plus que moi, il va me dépasser. On n'est jamais premier indéfiniment, on est premier au bout d'un temps. Et quand tu es premier, tu pousses le mec qui est en dessous de toi à vouloir devenir premier. Donc le mec qui est en dessous de toi, il fait 20 fois plus d'efforts pour être premier. Donc si toi, tu fais pas 20 fois plus d'efforts, bah, tu vois, il va te rattraper à terme. Donc important que tu gardes cette rigueur, de travailler encore plus, de toujours, quand c'est le moment de travailler, tu travailles. Quand c'est le moment de jouer, tu joues. Et On a réussi à mettre d'accord la K-Corp et Solaray. c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ça. Première fois de l'histoire. Attends, mais c'est exclu ce que tu es en train de nous dire, là, Paul. C'est vrai. On va avoir une discussion avec LRB et Caméra. La paix. Interromps l'âge de guerre. Effectivement, donc là, ça fait plaisir aussi de voir. Enfin, moi, je suis vraiment fervent croyant du fait que les pratiques individuelles, comme on l'a mis, une fois, je reprêche la paroisse, mais pas forcément que les jeux de combat, vraiment les jeux de stratégie notamment. C'est vrai qu'il y a une façon de se faire tout seul, de se débloquer tout seul, hein, élevé avec les loups, hein, typiquement. Enfin, on plutôt voit de quoi je parle. Hein, 10-15 ans dans le métier, on a été élevé avec les loups. Effectivement. Donc pas de routine pour l'instant, enfin tout du moins pas calibré à la minute près, plus de la globalité, justement. Mais alors, cette préparation, on le disait, on a eu l'exemple de PM qui disait au début, on bricolait, on faisait à peu près ce qu'on voulait, et puis on voyait ce que ça donne. Maintenant, au fur et à mesure du temps, les exploits, les performances sont de plus en plus grandes, de plus en plus colossales. Il faut donc se préparer en conséquence, faire évoluer cette notion de la préparation. Et justement, on a un deuxième document de Mia Stelberg qui nous en parle de cette évolution de la préparation.
when I started in the industry, nobody really spoke about it. Nobody was really interested in player well-being. It wasn't like a sexy topic back then. But these days, people are understanding, and also the organizations are waking up to the fact that a player is a big investment. Please do take care of the investment. And that is also making sure that they are mentally in a good place, that we are actually doing everything around the player to make them as successful as possible. It's the player's interest and it's the organization's interest as well. And we can never outlook that topic of saying like, we don't care, we will just practice and have a burger and live an unhealthy life. Then you do have a very short career. I think that all players should value their talents and should value their careers, so that already at age 19 they would think, I want to have a long career. I want to retire when I'm 30 and I want to be passionate and excited and full of energy throughout my career. How can I do that? Le long terme, et c'est ce qui est proposé ici par Mia Stelberg, justement, Ouais. en fait, long terme. Elle parle de professionnalisation, en fait, c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure, de comment est-ce que Bruno, je sens que tu... Ouais, je suis dans les starting blocks. C'est ce qui m'a aussi frappé en arrivant, c'est que ça se sent pas trop la construction d'une carrière, c'est pas un élément qui apparaît dans la tête de beaucoup d'athlètes e-sport. On est sur l'instant, ou on est sur le contrat consigne et encore, voilà, mais pas plus que ça. Et je trouve que ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant sur se dire. Et moi, ce que je dis aux athlètes chez Vita, je leur dis, mais putain les gars, mais ce que vous vivez là, c'est peut-être les plus gros moments d'émotion que vous allez vivre dans votre vie, parce que vous êtes dans la performance, les gens vous regardent, les gens viennent vous voir quand vous êtes en LAN et tout. Enfin, les gens viennent pour vous, et donc cette émotion-là, quand tu gagnes devant une foule, quand tu fais des trucs, après tu ne l'as plus, tu ne vis plus ça. Et ça, moi si j'étais vous, je leur dis, faites-le durer le plus longtemps possible. Et tu le fais durer le plus longtemps possible en mettant les éléments qui font que justement tu ne vas pas te griller à 19 ans ou 20 ans, tu ne vas pas exploser. Et parce que tu auras, tu vas peut-être manger moins de burgers, même si tu as le droit de manger des burgers de temps en temps, tu vas moins te coucher tard, et tu vas prendre soin de toi, et tu vas faire des choses qui te rafraîchissent, parce que faire du sport pour faire du sport, c'est aussi faire quelque chose de différent. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, les fondamentaux, ils sont acquis. Et donc ce qu'il faut, c'est trouver un autre sens. Parce que la question du sens, elle est hyper importante, c'est pourquoi on fait les choses. Et là-dessus, c'est comment arriver à mettre ça dans la tête des joueurs, cette espèce de projection. On parlait de Zio tout à l'heure, du coup je me tourne vers vous, parce que Top PM, tu l'as eu pendant à peu près 1 an, c'est ça, avec toi, comme coach, du coup. Il avait dit, il me semble que c'était dans un camp roue libre, qu'il n'avait pas l'impression de voir d'énormes changements sur son jeu, du fait d'avoir un encadrement avec Mathieu Péché, notamment, qui est en quête Vitality, ou Reynald Choquet, pour ne citer que. Est-ce que finalement... Parce que j'étais très bon déjà avant. Voilà, déjà. C'est ça, en fait, la question. C'est que je pense que toi, tu lui as donné les clés pour performer. Je me kiffe beaucoup. Merci. Sur CS. Mais je veux dire, est-ce que ça l'aide pas, justement, à ne pas voir la différence, finalement, dans le sens où c'est un monstre, il est très fort, et le fait d'avoir cet encadrement lui permet de rester, en fait, au très haut niveau. Est-ce que c'est pas ça, un petit peu, la clé dans l'e-sport ? Ça va pas l'aider à être meilleur sur CS, mais ça va l'aider... On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je me suis juste rappelé de cette question et de cette anecdote. Oui, bon, déjà, c'est une plaisanterie, hein. J'ai pas apporté tant que ça. Et justement, enfin, il y a aussi le fait qu'à des niveaux moindres, il y a des moyens, mais ils sont pas suffisants pour encadrer autant qu'on le voudrait. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'expérience, en tout cas chez AA, avec l'un de ses coéquipiers, Noïc, Matteo. Je savais que si j'avais les moyens de lui apporter de la structure, c'est-à-dire qu'il allait dans des bureaux pour s'entraîner, il avait peut-être son propre appartement, etc. Il vivait finalement une vie professionnelle de A à Z, très encadrée, avec un rythme, etc., où il allait s'épanouir. Je sentais qu'il en avait besoin et que c'était un épanouissement qui était possible, qui allait le créer de lui, qui allait faire de lui un excellent joueur. C'est pas à porter en dessous, et c'est quelque chose que j'ai toujours regretté, par exemple pour des clubs semi-pro, amateurs, etc. Parce que ça empêche aussi l'éclosion de jeunes joueurs qui sont dans des cercles vicieux et qui s'enterrent.
Pour Ziwo, le concernant, il y a le talent qui fait que bon, lui, il va pas percevoir ce que ça apporte. Mais pour moi, il y a aussi la jeunesse. Ouais, c'est Enfin, ce que j'allais dire. Au bout d'un moment, il faut un peu de bouteille, il faut vivre des choses, des déconvenues, des défaites, pour percevoir ce que ça apporte. Ce sont des jeunes gens qui sont recrutés parce qu'ils sont performants. Donc quand ils arrivent, ils sont vraiment très forts de base. Ouais. Et il faut qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Il faut qu'ils aient des déconvenus. Il faut qu'ils voient aussi que chez ceux qui les battent, il y a une rigueur, il y a un encadrement. Qu'ils comprennent finalement, toujours par le ressenti, l'expérience. Il faut l'éprouver pour être convaincu. Parce que sinon, on fait des discours, on fait des plateaux, on en parle avec eux, on fait des trucs sur YouTube avec des discours de motivation et ils vont dire bah ouais, comment tu veux qu'ils disent le contraire? Mais pour qu'ils le pratiquent vraiment, au bout d'un moment, il faut qu'ils le vivent et il ne faut pas qu'ils le vivent dans le bon sens. Non, mais il ne faut pas trop te jeter la pierre parce que tu as aussi affaire à des gens. Pour Ziwo, il est venu tôt aussi, sur le très haut niveau. Donc il y a aussi cette maturité d'homme aussi à acquérir petit à petit, c'est logique. Quand on voit Ziwo, quand je vois les images, les photos de Ziwo d'il y a 2 ans, je vois les photos maintenant, physiquement, il commence bien à se transformer. Quand on discute avec lui, il a envie de déménager, d'habiter à côté du Stade de France et venir s'entraîner tous les jours dans la structure qu'on a mis en place. Donc, tout ça, c'est parce qu'aussi c'est taper peut-être la tête contre le mur à un moment donné, et peut-être aussi parce qu'il a eu les bases et qu'il a vu des gens aussi qui étaient capables de lui apporter la vision de ce que ça doit être aussi une carrière et comment on rebondit, comment on se responsabilise et on se prend en main. C'est difficile de dire aussi à des gamins de 17 ans, 18 ans, qui n'ont pas connu un environnement hyper structuré dans le jeu, d'être mature et pro comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, il faut rester aussi très... Ils se sont construits. Pour relativiser ces choses-là. Ils se sont construits eux-mêmes dans leur chambre en général. Exactement. Il y a ça aussi. Bah, comme l'a dit, c'est avec les défaites, c'est avec aussi l'expérience que tu vas avoir avec le joueur. Tu vas pas arriver demain, ok bro, je vais t'apprendre à être pro. Non, ça marche pas comme ça. C'est l'accompagner, vivre avec lui, commencer par les bases des fondamentaux de ce que c'est être pro, c'est-à-dire arriver à l'heure, etc. Des basiques. Ensuite, tout doucement, augmenter par rapport au niveau que tu souhaites. C'est-à-dire que si on dit, voilà, on veut être premier, les gars, on veut être premier, regarde ce qu'il y a à côté. Si tu as envie de premier, tu es obligé de faire meilleur qu'eux. Donc si tu es obligé de faire meilleur qu'eux, tu dois gérer ton stress mieux qu'eux, tu dois gérer tes performances mieux qu'eux, tu dois être plus rigueur, enfin on doit s'entraîner mieux qu'eux. Donc forcément, ça implique de la maturité. Et déjà, du moment qu'on se pose ces questions-là, on a déjà atteint un point où on peut contester le top tableau. Et pour moi, le but, c'est vraiment, pour moi, c'est juste atteindre ces questions-là. Si quelqu'un arrive et me dit, je me pose ces questions-là, mon travail, il est fait à 90%. C'est-à-dire que après, je l'accompagne, j'essaie de voir j'essaie de lui montrer les bonnes réponses et de lui donner les moyens, les outils. Mais en fin de compte, le joueur se connaît mieux que moi, je le connais. Et il n'y a que lui qui va arriver. Et par exemple, moi, il y a un truc que je fais, je ne sais pas si c'est la même à côté. En jour de match, c'est important que le joueur fait ce qu'il a envie. Et on va dire, ah, mais oui, mais il va faire n'importe quoi. Non, c'est sa performance. On l'a pris pour ce qu'il est bon. Moi, mon but, c'est qu'il soit autonome le jour de match. C'est-à-dire que et dans sa zone de confort un peu. Dans sa zone de confort, mais surtout qu'il se pose la question, ok, qu'est-ce que je dois faire pour être performant? Ok, il va peut-être faire une erreur un jour, ça nous est arrivé, être contre-performant, bam, j'arrive, bon, alors on se pose, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi cette contre-performance, et il répond aux questions lui-même. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'être ce miroir où je vais le mettre en face de ses défaites, de ses erreurs, etc. Et qu'en fin de compte, je sais qu'il a envie de performer, je sais qu'il a envie d'être meilleur. Moi, j'ai envie que mon équipe performe, mais lui, il a encore plus envie que moi de gagner. Et du coup, si je me mets en tant que miroir en face de lui, forcément, et qu'il arrive à ces questions-là de pourquoi, et ça, j'ai gagné. Genre, j'ai gagné si j'ai un bon joueur qui pose ces questions-là, après, c'est à nous de mettre les meilleurs entraînements possibles, etc. Est-ce que ça va pas être de plus en plus simple? Alors parce que les jeunes, si on les habitue de plus en plus à prendre les bonnes habitudes, en fait, finalement, ça sera peut-être un peu plus simple au fur et à mesure de travailler comme ça. C'est pour ça qu'on se structure, nous, organisation. C'est pour éduquer, et c'est pour faire de la pédagogie, et c'est pour instiller des manières de fonctionner qui permettent à l'athlète de se dire, voilà, ça va me permettre de grandir. Voilà. Et une fois que tu as ça,
c'est cette génération-là. C'est pour ça que cette génération, je trouve qu'elle a pas mal de responsabilités aussi, parce qu'elle embarque avec elle toute la suite de l'e-sport. Et un gamin qui va rentrer, un gamin qui a 15 ans maintenant et qui voit un athlète e-sport, où qu'il soit, mais qui performe, qui en a 19, 20, 21, voilà, et qui va suivre comme ça, les meilleurs, c'est toujours pareil, hein, les meilleurs vont se dire il faut que je fasse comme lui. Et donc ça va tirer tout le monde vers le haut. Oui, Voilà. c'est un exemple. Et après, exactement. Et puis après, les moins bons, ils vont être moins bons, fatalement, parce qu'ils vont prendre moins d'exemples, parce qu'ils vont moins s'investir, etc., etc. Mais ça se fait aussi, je parlais de la pyramide tout à l'heure, le tri se fait là aussi, parce qu'il n'y a pas que des joueurs aussi hyper responsables. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé avec Astralis d'ailleurs sur CS. Astralis a posé des bases, et du coup, les autres équipes derrière ont copié un petit peu, non? Alors, des bases, pas seulement dans la préparation physique et mentale, là je parle aussi de bases très purement techniques, tactiques. Alors Astralis dominait en 2018 comme jamais, ça n'avait jamais été vu. Ils ont fini par tomber et à partir de là, on a vu la méthode refresh que tu vantes régulièrement. Elle a été injectée après une défaite, après une déconvenue. C'est à ce moment-là que le management a pu dire on a notre mot à dire, on a peut-être des trucs à faire. Et avant, comment on pouvait s'adresser à Astralis qui gagnait tout avec leur style et leur système? Ça n'était pas possible. Donc cette génération, cette jeune génération, on peut la former et la formater dès le début. La vieille génération, c'est difficile d'avoir la main dessus. Il faut franchement qu'ils se cassent la gueule pour qu'on ait la main dessus. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de joueurs sur CS. Beaucoup de vétérans, finalement, ont perdu la confiance des organisateurs. Des clubs, j'entends. Des clubs. Les clubs parce que les résultats n'étaient plus là. La méthode était la même et en fait, il n'y en avait pas vraiment. Ils jouaient, ils s'entraînaient au talent, avec un peu de sens parfois, plus ou moins de rigueur. Mais finalement, les investissements se sont révélés disproportionnés par rapport aux résultats. Et c'est à ce moment-là que les orgas ont donné au coach, à l'encadrement, les moyens de faire. Donc Astralis, ça s'est vu aussi pour eux, dans une certaine mesure. Et c'est comme ça qu'on arrive avec cette psychologue qui est passée par chez eux et qui apparemment a fait beaucoup de travail. C'était plusieurs heures par jour, régulièrement avec les joueurs. OG un peu moins d'ailleurs. Elle a eu énormément de travail sur CS. Ouais, elle en parlera. Et ça va aussi être quelque chose à avoir en tête pour les futurs joueurs. C'est qu'il y a une image publique qui est très romancée. La victoire, l'unité. En fait, en tout cas pour un jeu d'équipe, c'est vrai que pour le 1v1 c'est particulier, mais pour un jeu d'équipe, Arts qui était champion du monde sur CSGO et chez la meilleure équipe française sur 1.6 disait c'est comme une vie de couple, une vie d'équipe. Et il y a des frictions, il y a des engueulades, il y a des émotions fortes, positives, négatives, il y a des affrontements, il y a un besoin de communication. Et quand on a affaire à des jeunes joueurs, des jeunes gens, la communication c'est pas leur fort. Surtout si c'est un peu des geeks. Évidemment. Oui. C'est là où l'encadrement rentre évidemment en lice, c'est là où on a besoin d'eux. Pour que l'équipe, elle tienne, on évoque le long terme, l'équipe, elle peut péter très très vite si on les laisse. Et c'est ce qui est arrivé dans le passé. Donc pour que ça tienne, il faut créer de la communication au-delà même de cette rigueur, de cet entraînement, etc. En tout cas, pour le jeu d'équipe, le rôle du coach aujourd'hui, c'est de faire de la relation humaine beaucoup. Oui, relation humaine. D'accord. Et je vais rajouter un point par rapport à ce qu'il a dit. Les engueulades, les frictions, etc. Moi, j'adore ça. J'aime ça parce qu'encore une fois, c'est... En fait, quand des joueurs s'embrouillent, c'est là où vraiment j'ai l'impression de faire mon travail. Parce que, en gros, j'essaie de comprendre pourquoi ce joueur-là est pas content, pourquoi ce joueur-là est pas content. Et du coup, en fait, et déjà, le résultat, c'est que j'ai un mec qui est ultra impliqué dans ce qu'il fait et qu'il est un point impliqué que quand un joueur, un de ses teammates ne fait pas quelque chose correctement, ça l'énerve. Et en fait, moi, je suis heureux parce que je me dis, on va régler ce problème-là, on va être encore plus fort après. Oui. On va pouvoir solidifier quelque chose, on va pouvoir comprendre aussi un problème. Bon, après, ça dépend les moments. Hein. Si en plein major, enfin voilà, ça dépend les moments. C'est pour ça que je préfère le faire en pleine saison, avoir ces embrouilles en pleine saison plutôt que quand je joue la finale. Bien sûr, c'est quelque chose qui se prépare, encore une fois, comme elle l'a dit, la psychologue, c'est quelque chose qui se prépare en amont. C'est-à-dire que, bien sûr, cette friction-là, si tu l'as laissée le jour de ta finale, c'est que tu n'as pas compris ton job. C'est que forcément, tu ne l'as pas vu avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est pousser vers cette friction-là pendant la saison-là pour qu'on parle des choses, on se dise des choses, on soit... parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup du joueur individuel, mais en termes d'équipe, il y a le joueur et il y a l'équipe qui forme aussi une personne. Et cette friction-là, c'est tout simplement pousser l'équipe à régler ses problèmes et les anticiper
Et c'est super important. Je considère ça comme une petite défaite quand tu as une friction, et cette défaite-là qui t'apprend quelque chose et qui te rend encore plus fort. Et j'aime beaucoup ça, moi. Il y a un commentaire qui me fait beaucoup rire dans le chat qui est « Shanky me détruit, il aime les défaites et les embrouilles ». C'est vrai que Mais c'est drôle, mais c'est drôle, mais à chaque fois que j'ai gagné quelque chose, j'avais des embrouilles avant et des défaites avant. Genre en 2018, quand on a gagné le championnat de France avec Vitality, en fait, on a eu des embrouilles, on a eu des situations compliquées. Quand je gagne la Lyon eSport avec Géo en 2017, on avait des embrouilles avant. On a toujours eu des situations. Et cette année, encore une fois, j'ai des joueurs qui sont assez matures pour créer cette tension-là et rebondir derrière. T'as connu les embrouilles, Bruno? J'ai connu des bagarres, j'ai connu des trucs, même en plein championnat du monde, des altercations sévères. Mais parce que l'engueulade, c'est une frustration. C'est parce qu'on ne comprend pas ce que fait l'autre. Mais on l'exprime, en tout cas. Et donc, on donne la possibilité à l'autre de répondre et de pouvoir d'abord se rassurer soi, et lui aussi le mettre en face de ce qu'il a fait. Et voilà. Mais par contre, effectivement, il faut que ce soit constructif, parce que gueuler pour gueuler, ça sert à rien, quoi. Voilà. Bien sûr. Mais ouais. Et de toute façon, l'engueulade, c'est une forme de communication aussi. Oui. Le truc, c'est qu'il faut savoir l'encadrer. Il ne faut pas que ça devienne un mode de fonctionnement, parce que c'est épuisant sinon. Bien sûr. Il faut que l'énergie soit utilisée au bon moment. Ouais, Parce que c'est vrai que j'ai une engueulade, mais j'ai pas envie d'en avoir chaque semaine. Oui, Il faut que ce soit une fois. Et puis, il faut en tirer du positif. Il faut en tirer du positif. Ouais. Et puis si ça fonctionne, l'engueulade, comme tu disais, tu l'as avant. Quand arrive Bien le sûr. tournoi majeur, En général, c'est déjà fait tu l'as avant. plus, parce que les choses auraient été réglées avant, quoi. Bien sûr. Dans Après, le monde idéal. en major, tu fights plutôt contre le stress et voilà. T'as pas envie de te fight contre tes mates. Plutôt avec qui tu t'embrouilles, toi? Avec moi-même. Forcément, il n'y a personne sur qui jeter la pierre. Donc, à chaque fois qu'il y a une défaite, c'est à cause de nous. On est obligé de se poser les questions. Bien sûr, on s'embrouille. On s'embrouille nous-mêmes, en fait. Bah, oui. Donc, on est obligé de faire ça. Il y a le même processus de se poser les bonnes questions, de se dire, OK, il y a une partie de moi qui pense ça, une autre partie qui pense ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie, je sais que je suis bon, mais l'autre partie me dit que je suis nul. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. C'était au Genesis 6. Donc je crois que c'était le premier gros major que je faisais sur Ultimate. En 2019, du coup. Oui, il me semble que c'était le premier. Ouais. Et donc j'ai perdu assez tôt contre un perso qui il n'existe même pas en Europe. Je ne connaissais même pas les coups limite. Donc j'ai perdu assez tôt. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis si nul? Parce qu'en plus, je sentais que même les parties d'avant, donc j'avais joué 3 matchs avant lui, j'ai 3 stocks tous mes adversaires. Et pourtant... Donc c'est imperfect, 3 voilà, c'est pratiquement imperfect. Et pourtant, je me sentais nul. Et là, j'étais vraiment pas bien, je sais pas ce qui m'arrivait. J'ai dû me poser les bonnes questions. C'était limite, je faisais une dépression en direct, comme ça, en plein tournoi. Et en plus, il y a la défaite qui arrivait. Donc déjà, j'étais en train de déprimer avant même que la défaite arrive. Et une fois que j'ai perdu, c'était encore pire. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé. Donc j'ai plongé, je me suis posé plein de questions en plein direct. Donc j'avais pas beaucoup de temps. Donc il y a 15 minutes entre chaque set. Je me suis posé plein de questions. Pourquoi est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis si mauvais que ça? Est-ce que dans les faits, je joue si mal que ça comparé à d'habitude? Et du coup, j'ai dû rester objectif et de ne pas mettre en compte mes sentiments, en fait. Donc, j'ai dit, OK, il y a peut-être certains trucs que je ne fais pas bien comparé à d'habitude. Il faut vraiment que je rejoue mon jeu habituel. Il faut que je me remette en question. Que je me dis, OK, finalement, il y a plein de trucs que je fais bien. C'est pas si nul ce que je suis en train de faire. Il faut que je me rebooste parce que là, si je continue comme ça, je vais juste faire du 0-2. Je vais partir. Bon, c'était pas vraiment un 0-2, mais pour moi, c'était pareil. Et donc j'ai dû me concentrer, poser les bonnes questions. Je me suis embrouillé, une partie de moi qui se battait avec l'autre. Et au final, j'ai réussi à me reconcentrer. Et j'ai fait une très belle run à ce Genesis 6 à l'époque. Mais c'était dur. C'était vraiment dur. Donc j'imagine bien entre équipes ce qui peut se passer. Et là, t'as jamais. Après ça, tu t'es pas dit, putain, je vais en parler à un ami, enfin, de faire un appel à un ami où tu te dis, j'ai besoin d'un mec. Peut-être qu'il y a un mec qui est un coach qui va me dire de façon sporadique ou tu vois, voilà, tiens, j'ai telle problématique, qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est pas un coach, c'était pas un coach, mais ouais, j'ai appelé à la bonne personne du coup qui m'a permis de me reconcentrer. Ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est la première fois d'ailleurs que j'ai fait l'appel à quelqu'un parce que d'habitude je fais tout seul. C'est pas que j'ai pas confiance aux autres, mais on n'a pas la même vision de jeu. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas le jeu de la même manière que moi. C'est difficile de communiquer. Et ils comprennent pas forcément mes problèmes. Je suis pas quelqu'un de très sentimental non plus. Du coup, quand les seules fois où je le suis ou que j'ai des problèmes, ils comprennent pas non plus. Donc ouais, c'était difficile. Mais là, j'ai pu parler à la bonne personne qui m'a dit les bonnes paroles au bon moment et ça m'a beaucoup aidé. T'as pas appelé TPK quand même?
T'as pris quelqu'un de Non, je compétent. le castais. Je le castais. Ouais. Normalement, j'étais en train de caster ces bêtises là-bas. Mais t'avais fait 13e, je crois, ou 17e. Ouais, du 17e, en bas, ouais, c'est ça. La question que je me pose, c'est est-ce que tu as gardé ça, du coup, depuis? Est-ce que tu as appris de ça et depuis maintenant, dès que tu sens qu'il y a ce petit truc qui arrive, il faut que tu en parles à quelqu'un et tu as des gens de confiance avec toi? C'est ça. Donc au final, c'est pas un coach professionnel ni rien, c'est, Ouais. on va dire, c'est la personne qui me correspond le mieux. Donc si j'ai pas besoin forcément d'un coach, je pense que ce serait forcément mieux si jamais je savais avoir un bon coach qui me connaît et qui connaît mes problèmes. Mais bon, on n'a pas ça, nous. Non. Donc forcément, il faut quelqu'un qui me correspond et qui connaît mes problèmes. Et donc cette personne-là m'a beaucoup aidé. Il a dit quelque chose de très intéressant, hein. Avoir un coach qui me connaît. Et ça, c'est un truc qui est oublié par beaucoup de coachs, c'est apprendre à connaître ses joueurs avant tout. Tous les joueurs qui sont dans l'équipe, j'ai dû parler avec eux au moins 1 heure avant le début de la saison pour connaître leur personnalité vraiment profonde. J'ai même parlé avec leurs mates, avec les gens qui les ont côtoyés pendant longtemps. C'est important, connaître ses joueurs. C'est vraiment ultra important. Et là, on va parler de la formation des coachs et de Ouais. pourquoi ils sont Alors, coachs, ouais. quel âge ils ont, le niveau de maturité, etc. Parce que ça a un impact direct sur, Oui. sur la perf aussi. Et c'est quelque chose qui est assez peu développé, ça aussi, dans l'e-sport. PM, finalement, toi, ton rôle de coach était très... Moi, j'ai été parmi l'un des premiers coachs sur CSGO, Ouais. au coach pro. Ouais. En discutant sur ce plateau, je me rends compte que ça fait un peu mal de le dire, mais j'étais pas prêt. Peut-être que j'avais pas encore tranché cette question, est-ce que je veux vraiment être coach? Est-ce que je suis déterminé à l'être? Ou est-ce que j'aimerais bien encore tâter la souris? Et d'une manière générale, je vois qu'aujourd'hui, si j'étais coach, si je revenais coach pro à très haut niveau, je me dirais, ouais, bon, là, c'est bon, je serais prêt, je serais complètement convaincu de ce que je fais et je serais déterminé dans l'entreprise qui est la mienne. C'est vrai qu'à l'époque, on mettait en coach des gens sur des compétences stratégiques, tactiques. Moi, j'ai été recruté comme ça. J'étais commentateur, je parlais de la cuisine de CS. Si je comprends le jeu, je peux coacher. En fait, c'est une connerie monumentale parce que le fond de l'affaire, c'est de comprendre les humains. De plus en plus, les coachs doivent être des experts de l'humain. Franchement, les experts du jeu, c'est des joueurs. C'est ça. Bon, franchement, comprendre le jeu, ça aide. Il y a quand même un apport stratégique, ceci, cela. Il y a des trucs à faire. C'est important de savoir de quoi on parle aussi. Mais le coach, il est humain. Il doit empêcher que les joueurs se tapent dessus aussi. Dans une équipe, en tout cas. Dans le sport traditionnel, il n'y a pas que des Zidane. Hein. Il y a beaucoup de coachs qui ont réussi, qui sont moins bons que les joueurs qui coachent. Hein. Exactement. Oui, bien sûr. Est-ce que je donne l'exemple de Delors maintenant ou pas sur Ouais, LoL, sur- Delors. sur Fnatic. Oui, Ouais, un sur joueur, LoL, un coach qui n'a jamais joué à LoL et qui a gagné les LCS, non, Delors. Il a gagné les LCS. Oui, les LCSEU à l'époque. Ouais. Fnatic, ouais, bien Ouais. sûr. ouais, Donc il il n'a est jamais cadré, touché à LoL. Il 2014, coachait au plus haut niveau. Ouais. Et en fait, c'est là où tu te rends compte. Et je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que cette année, Intéressant ce que tu dis. ouais, pas forcément. T'es pas forcément obligé d'avoir les mecs les plus smart parce qu'avant tout, et c'est un truc super bien ce que tu as dit, c'est les joueurs. Le jeu, c'est les joueurs. C'est vraiment. Tu dois être capable de t'appuyer sur les joueurs et de faire en sorte que le groupe se crée. Donc le but, c'est d'être le meilleur, de prendre le meilleur d'eux et de créer un groupe qui est solide. Et le jeu, c'est juste de l'encadrement. C'est-à-dire que tu vois les forces et les faiblesses de tes joueurs, tu les utilises, tu t'adaptes, et tu n'es pas obligé d'être un crack de chez crack dans le jeu. Tu dois seulement comprendre comment ton équipe fonctionne. Encore une analogie sur le sport Oui. traditionnel, excusez-moi, mais c'est comme au tennis aussi, parce que tu me fais penser vraiment à un joueur de tennis en fait. Ouais. Qui se fait tout seul, qui fait ses tours tout seul, qui appelle un peu, tout ça, etc. Mais les coachs, il y en a des tennismen qui sont sans coach, bon, c'est de plus en plus rare, mais ça existe. Et puis il y a des coachs qui sont là, des fois de façon momentanée, pour un tournoi, pour une période, etc. Parce que le mec, il se construit aussi, voilà. Mais non, c'est hyper intéressant, mais parce que l'athlète a besoin de quelqu'un qui finalement va répondre à ses questions, donc il va comprendre aussi ses problématiques. Ça, c'est hyper important. Et justement, alors vous évoquiez ces engueulades, ces moments de friction, de tension, de frustration qui peuvent parfois écourter des carrières. C'est arrivé à beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines. Vraiment. Justement, Mia, avec qui on a pu échanger, hein, vous le savez, nous parle de ces de ces trop-pleins, ces maladies professionnelles finalement. Puisque Oui, dans l'e-sport, avec la professionnalisation, on parle de maladies professionnelles. Paul. C'est le burn-out, voilà. C'est un sujet, c'est un sujet depuis un moment dans l'e-sport qui a pris une nouvelle dimension, on va dire, en 2020, avec beaucoup de cas, notamment sur Counter-Strike. Et forcément, on lui a parlé de ce qui est plus ou moins, enfin même carrément la plus grosse blessure finalement aujourd'hui dans l'e-sport. Donc voilà, on va la voir.
Ouais. qui nous en parle. Parce qu'effectivement, le burn-out, la maladie professionnelle numéro 1 dans l'e-sport et d'autres encore. On vous propose ce document, on débrief tout de suite après. The prevention of burnouts is what I'm actually interested in. So we need to function in a way that we can make sure that the players are staying healthy. So it's also a problem for the industry to solve. You know, how many events do you have to attend? How many qualifying games do you have to do? Do you have 3 different events in 3 different time zones in 2 weeks? Is that, the best way to function? Then there's lots of other obligations that the players are doing that's not perhaps seen by the fans. There's a lot of other obligations in their hand, and then also practicing a lot. So it's also about learning to make sure that you can treat yourself right. As I mentioned earlier, quite many players do come from an amateur background, not having anyone telling them what to do, and they give out too much of themselves. And it is a myth in the industry that you gotta play 12 hours a day to make it. No, actually not. I emphasize on the quality. Là, on a l'air d'avoir un discours très glutoniesque sur le papier, puisque là, tout revient et renvoie à ce que tu nous disais tout à l'heure sur la qualité de l'entraînement. Jouer 12 000 heures par jour, a priori, c'est bien, mais où est-ce qu'on va? D'ailleurs, trop jouer, c'est probablement quelque chose que tu as déjà ressenti, que tu as déjà vécu. Est-ce que tu as déjà, toi, vécu des burn-out ou des moments comparables? Non, j'ai de la chance à ce niveau-là, parce qu'en fait, j'ai pas de mauvaise pression derrière moi. J'ai rien ni personne qui me dit il faut que tu fasses ça, que tu performes comme ça, que tu joues tant, que tu t'améliores tant. Personne ne me dit ça, donc je peux me gérer moi-même et me connaître. Et en fait, les limites, à force quand on se connaît, on les voit assez rapidement. Si je peux jouer 10 heures par jour et que je sens que ça m'apporte quelque chose, je vais le faire. J'ai aucune raison de ne pas le faire, du moment que ça ne me tue pas la santé. Je vais le faire en fait, parce que j'aime ça et que je vais m'améliorer, ça va me servir à quelque chose. Et il y a d'autres fois, je le sens, je vais jouer 2 heures, ça ne servira à rien, je pose la manette, je vais faire autre chose. Ça ne sert à rien du tout de jouer pour rien, en fait, encore une fois. Donc oui, le burn-out, heureusement, je n'ai pas eu à subir ça, vu que, pareil, au niveau des tournois, il y a possibilité de faire à peu près les tournois qu'on veut. Hormis, bien sûr, les majors, c'est quand même des tournois très importants, il faut quand même y aller. Mais les autres, c'est pas forcément indispensable. Donc si jamais on voit qu'on est un petit peu fatigué, on a besoin d'une pause, un week-end, on peut ne pas aller à un certain tournoi, c'est pas non plus la mort. Donc là-dessus, on peut se gérer nous-mêmes. Et il n'y a pas forcément de burn-out possible si on sait bien se gérer, bien entendu. Oui. Et qu'on sait que ça ne sert à rien de s'entraîner pour rien, en fait. Ça va rester mesuré. Shanky, toi là-dessus, justement, parce que là, il y a des mots qui ont été très intéressants, c'est la pression de l'industrie. Est-ce que toi, tes joueurs, justement, ressentent cette pression en fond de cette industrie qui attend d'eux, en fait, ce sont des investissements humains, financiers. Ils ont cette pression et du coup, un burn-out a empêché? Énormément. Alors cette année, j'ai un peu moins alors qu'on a beaucoup de fans. Un peu moins parce que du coup, on est en online, donc ils sont chez eux, etc. Et voilà. Mais avant, dans les années avant, oui, j'ai vécu ça. Quand je bossais en LEC avec Vita, c'est assez lourd. Tu fais partie des meilleures équipes du monde et on t'attend chaque semaine. Tu as des entraînements, tu as des shootings. Tu dois faire aussi répondre à tes sponsors. Tu as beaucoup de choses à respecter et parfois c'est lourd. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup et c'est en train de changer par rapport année après année. J'ai changé là-dessus aussi. C'est les scrims. Donc nous, on a des scrims sur CS aussi. Il y a sûrement aussi sur Smash ou des sessions d'entraînement contre d'autres joueurs ou d'autres équipes, une sorte de match amicaux. C'était un moment poussé parce qu'on copiait les Coréens ou les équipes asiatiques qui scrimaient, donc comme elle disait, 12 heures par jour, qui faisaient des entraînements assez longs, etc. Du coup, on a essayé de copier en Europe. Il y a d'autres jeux, donc LoL qui a copié, donc après d'autres jeux qui ont copié LoL en disant oh, regardez sur LoL, ils font autant d'entraînement, etc. Alors, je pense que c'était l'un des trucs les plus stupides qui n'a jamais été pris dans l'e-sport. Parce qu'honnêtement, c'est la première raison de burn-out. On n'a pas besoin de s'entraîner 1 million d'heures par semaine pour être meilleur. C'est la qualité qui est le plus important. Essayer de comprendre quand est-ce que j'ai besoin de m'entraîner et quand est-ce que je peux prendre du temps pour moi et oublier le jeu, c'est hyper important. Parce qu'on oublie souvent qu'on vient d'une passion, on vient d'un plaisir.
Et si ce plaisir se transforme en dégoût, bah en fait, ton joueur va juste pas performer et c'est là que le burn-out apparaît. C'est que tu viens au travail et en fait le burn-out, c'est quoi? C'est que t'as pas envie d'aller bosser, t'as pas envie de jouer au jeu, t'as pas envie de t'entraîner. C'est la notion de plaisir, en fait. Et c'est ça. Et je vais le dire, mais moi, par exemple, même si on joue un major ou quoi que ce soit, si je sens que l'équipe a besoin quand même de prendre plus de qualité et de pas forcément s'entraîner tous les jours, on va pas s'entraîner tous les jours. Oui. C'est important de répondre aux besoins humains de ton équipe. Tu vas pas forcément... c'est pas parce que tu as perdu un jour d'entraînement que ton équipe va pas performer. Si ton équipe est bonne et que tu as fait le travail, encore une fois, je reviens à ce qu'elle a dit 6 mois plus tôt, bah, c'est pas une journée d'entraînement qui va te faire perdre. C'est une erreur de penser comme ça. Et c'est important de prendre la qualité de dire, voilà, les gars, vous avez un jour off après. Ce jour-là, c'est ton jour d'entraînement. Tu t'entraînes ce jour-là. Et tu vas te rendre compte que tes joueurs sont pas bêtes. Ils comprennent que ce jour-là, ils doivent être performants ce jour-là, plutôt que d'avoir 3 jours où tu as deux games où tes joueurs vont pas être performants. Bah là, au moins, tu as une journée où ton équipe elle est full performante et les 2 autres jours, ils prennent du temps sur eux. Donc, on a encore plus envie de jouer, encore plus envie de rejoindre leur teammate. Et pour moi, c'est full bénéf. La quantité d'entraînement, la grosse quantité d'entraînement, c'est souvent aussi pour... Ça rassure l'entraîneur, en fait. Parce que l'entraîneur n'a pas de prise, parce qu'il y a cette frustration, parce qu'il ne joue pas. Et ça rassure de dire, ben voilà, j'ai tout mis en place pour la preuve, on s'entraînait comme des demeurés pendant X temps. Mais ça, c'est un piège, parce qu'au final, l'effet, enfin, le remède est pire que le mal. Et effectivement, alors on parlait d'investissement, etc., mais on a aussi, je considère qu'on gère des êtres humains qui ont une certaine forme de fragilité aussi, des forces et aussi des fragilités, et qu'on est responsable d'eux aussi. Et qu'est-ce qu'on serait si on poussait les gens, si on n'était pas attentif à ça, au burn-out, et quel exemple on donne aux gamins qui aiment le gaming, aux parents qui laissent jouer leurs gamins, etc. Mais ça, les orgues ont une grosse responsabilité, je trouve, là-dedans. Et c'est aussi l'intérêt de faire autre chose. C'est-à-dire, à un moment donné, d'aller, de faire des jeux à 5, parce que tu es 5 dans un parc, voilà, parce que tu fais du team building, voilà, et parce que tu fais un peu autre chose, tu te sors de l'écran, tu fais des trucs différents. Le mieux s'entraîner, c'est la clé, en fait. Oui. Et le mieux s'entraîner, c'est pas forcément en faire beaucoup. Et on voit tout le temps. On voit qu'il y a des clubs, du coup, Shanky nous en faisait part, on voit également dans le milieu du sport que beaucoup d'initiatives viennent des joueurs, conjointement avec le coach, le staff encadrant. L'e-sport a une particularité, c'est qu'il y a généralement des gens au-dessus qui ont des intérêts, les éditeurs. Les éditeurs, aujourd'hui, un jeu vidéo a une date, une durée, on va dire, dans le temps, fatalement. Dès qu'un éditeur décide de dire on arrête ou on commence, l'e-sport va en découler, ou au contraire s'arrêter. Maintenant, l'éditeur peut peut-être avoir une influence sur ce coaching, sur cette notion de joueur en burn-out, etc. Je me tourne vers PM. Alors, je voulais faire une digression, mais je vois où tu veux en venir. Oui. Sur le modèle coréen d'escrime. Revenir un point en Bien sûr, arrière. bien sûr. Parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais là, on se tourne vers le sport, le handball pour Astralis, le handball pour Vitality, vers le football, bref. On s'est tourné vers la Corée pendant longtemps. On s'est tourné vers la Corée parce que la Corée était en avance. C'était la terre de l'e-sport, c'était la nation de l'e-sport. Des années 90. C'était la terre sainte. Et en Corée, il y avait ces scrims qui s'enchaînaient, c'est des entraînements 10-12 heures par semaine, etc. Sur StarCraft, sur League of Legends, qui entraînaient un surmenage des joueurs, qui explosaient en plein vol. Moi, j'ai entendu des coachs occidentaux dire on récupère des Coréens, on essaie de les gérer parce qu'ils veulent se reposer en Occident et de leur faire un planning. Voilà. C'était un coup classique, Zabouti a fait ça. Bon. Et il y avait un autre truc qu'on aura piqué, ça s'appelle la Gaming House. Et dans les années de Counter-Strike, mais d'autres jeux, ils s'étaient dit la Gaming House, c'est le futur. La Gaming House, c'est la professionnalisation. Et on est parti en vrille à mettre donc, des gens dans la même baraque ou le même appart, comme ça se faisait en Corée, à les mettre les uns sur les autres, dans une situation de promiscuité terrible. Bah, on va repartir sur les embrouilles, là. Hein. Et alors là, c'est Toulouse. Hein, je sais pas comment les Coréens s'en sortent, autre culture, je vais pas forcément attaquer là-dessus parce que franchement, je sais pas. Ça a un peu évolué. Mais je pense que ça a évolué parce que même chez eux, ça partait en vrille, il faut être très clair. J'ai vu des gaming house coréennes, il n'y avait pas de fenêtre. C'était des dortoirs. Et il y avait les meilleurs joueurs de StarCraft dedans. Donc ça ne menait pas très loin et de ce point de vue-là, c'est bien qu'on soit passé à autre chose. Il a fallu faire des conneries aussi pour évoluer. Et voilà, qui est dit pour la digression. Maintenant, sur l'éditeur du jeu, je te laisse finir. Oui, parce que c'est Valve, voilà. en fait. Mais c'est la décision qui a été prise sur CS récemment. C'est de réduire
Le roster. le à 5. roster à 5 sur les événements Valve, donc sur les majors. Ouais. Donc forcément, comme c'est les événements les plus importants et les plus importants à préparer, il y a assez peu d'intérêt pour les équipes de rester à 6. Et d'ailleurs, c'est le choix qu'a fait Vitality de mettre sur le banc Nivera. CS, c'est compliqué. CS, il faut Ouais. expliquer ce que c'est dans l'écosystème. C'est un écosystème unique, qu'on appelle ouvert. CS, c'est quoi? En fait, c'est le Far West. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a un État fédéral, l'éditeur du jeu, Valve, qui va poser des rails, les chemins de fer. Mais le reste du temps, c'est le Far West. Il va mettre un shérif ici ou là, bon, de temps en temps. Il va dire qu'il ne faut pas tuer son voisin, mais ça va pas plus loin que ça. Et donc tout le monde va vers la ruée vers l'or. C'est la ruée vers l'or, on fait des villes, boom économique, on s'arrête pas, quoi. Donc tout le monde s'épuise avec un calendrier qui ne s'arrête jamais. CS ne dort jamais. Il y a du CS tout le temps, avec tous les fuseaux horaires et en simultané. Ouais. Et les joueurs sont épuisés. C'est une situation de surmenage généralisée qui est apparue récemment. Alors les organisations se sont dit, comme l'évoque la psychologue, il faut protéger les joueurs, c'est un investissement, c'est de l'argent. Il faut qu'on en prenne soin. Donc on va en fait prendre plusieurs joueurs pour faire tourner et les reposer. Et c'est ce qui a été fait par Astralis, c'est ce qui a été fait par Vitality, c'est ce qui a été fait aussi par Navi. Et l'éditeur du jeu est arrivé du jour au lendemain et a dit non, en fait, on va arrêter, c'est interdit. CS se joue à 5. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu particulier comme écosystème puisqu'il y a une espèce de pape au-dessus qui de temps en temps lâche une bulle papale sans vraiment s'expliquer. Et à côté de ça, des entreprises qui ont leurs intérêts, leurs contradictions, qui ont un environnement économique très intense, dans du cash burning, donc tout le monde a de l'argent mais personne n'est rentable. Et au milieu de tout ça, les humains en pâtissent. Oui, les joueurs professionnels sont payés des 1000 et des 100. Ça monte très haut. Ça monte très haut. Mais tu peux être payé autant que tu veux. Non, le corps ne s'adapte pas. Ouais. Tu vas être en surmenage. Finalement, le Ça ne corps ne change s'adapte pas. Et non. Et c'est la Le grande chat conclusion. Twitch a tort là-dessus. Je suis profondément meurtri par ce que je viens d'entendre, mon cher PM, mais le Ah, mais- corps ne s'adapte a priori pas. Bien sûr, mais c'est là qu'on pointe du doigt un vrai problème, parce qu'il y a eu une tentative de règlement de problème et qui est mise à mal concrètement par... Ben, par- c'est quand même paradoxal Tué. parce que ça aurait pu être la main invisible de Smith dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'on commence à se constituer pour que ça fonctionne, quoi, naturellement. Et eux ont intervenu et ont mis des bâtons dans les roues de la professionnalisation et aussi de l'humanisation de la chose. Ouais, bien sûr. Car là, les joueurs sont utilisés, ils sont devenus jetables presque si on continue comme ça. Des joueurs jetables, c'est pas une grande perspective. Et on en revient au principe même de cette discussion, qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut se préparer, pourquoi il faut se préparer physiquement, mentalement, et pour ce genre de choses, en fait, finalement. quoi. Moi, j'ai une question par rapport à CS. Alors, c'est un domaine que je connais très peu, CS pour le coup. Mais du coup, est-ce que le problème vient pas de... En fait, les structures ont le choix de participer aux events ou non, non? Ou c'est obligé par l'éditeur? Comment ça fonctionne? L'éditeur n'oblige à rien. Il fait des règles, il a pourtant tout pouvoir, il peut bannir des entreprises, il a fait 2-3 règles pour les entreprises et pour les joueurs, mais il n'oblige à rien. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des contrats entre les organisateurs de tournois et les clubs, et ces organisateurs de tournois ont l'exigence d'avoir une certaine présence des clubs au tournoi. Il faut faire une quantité de tournois minimum, donc en fait beaucoup. Et il y a plusieurs organisateurs de tournois qui sont en concurrence, parfois même en même temps. Donc il y a du CS tout le temps, et l'éditeur du jeu ne réglemente pas du tout ça. Il n'y a pas de temps de repos. Franchement, si on voulait faire un major à Noël, enfin non pas le major, mais si on voulait faire un tournoi à Noël, on pourrait, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Donc il n'y a pas de réglementation, c'est ce qui est demandé, et quand ils interviennent, ils ne comprennent pas. Et ils interviennent, là, ils sont intervenus sur les Sur les majors, équipes, ouais. en fait, qui sont les seuls événements sponsorisés, on peut dire ça comme Pseudo-encadrés, ça, ouais. parce qu'ils ne sont même pas organisés par Valve, sponsorisés par Valve. Valve ne fait rien, c'est le principe. ESL qui Et en gros, ils ont dit, bah voilà, si vous voulez que les majors soient sponsorisés par Valve, il faut qu'il y ait 5 joueurs par équipe. Oui, d'accord. Et pour les qualifs, si vous utilisez un 6e joueur, vous avez le droit, mais par contre, vous perdez des points de qualification. C'est assez, 25% de tes points. c'est assez complexe. Et donc, du coup, ça pousse les équipes à jouer à 5 dans la course au major. Ouais. Mais sachant que c'est les compétitions les plus importantes, Ouais, du coup, il y a beaucoup c'est dur de pression. se dire, bah, je vais faire les autres tournois à 6 aussi. Parce Ouais. que finalement, tu peux te dire, et c'est un peu le cas, je suppose, bah, je vais perdre un peu de l'entraînement. Ouais, bien sûr. Alors que si je suis à 5 et que je vise mon major à 5, c'est normal de rester La à 5. décision, elle est arbitraire, mais elle n'est pas déconnante. On pourrait très bien dire, bah, on joue à 5. Le problème, c'est qu'on ne joue pas à plus de 5 maintenant, tant par plaisir ou par performance, mais vraiment pour alléger le fardeau. Donc si Valve disait, on joue à 5, mais imposait aussi un calendrier et du repos, ou
faisait un arbitrage en fait. Ce serait plus cohérent. Il y a besoin d'un arbitrage Ouais, entre les d'avoir organisateurs des- de tournois. Des périodes un peu comme sur LoL où on a des off-saison, on a... Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des organisateurs qui se tirent un peu dans les pattes parce qu'ils ont envie d'attirer les meilleures Ah ouais. équipes. Et c'est les accords du Louvre de l'ESL, c'est Flashpoint, c'est Blast. 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 Bah forcément, et encore plus en 2020. Quoi. On a vu le calendrier se densifier. Voilà, et puis un match de CS, ça dure 3-4 heures facilement, n'importe lequel. Et une finale, donc en format BO5, ça peut durer jusqu'à 7 heures. Bah, le Navi Vitality, Navi pour le coup, Vitality, moi j'y étais, je veux dire que j'ai vécu ça de l'intérieur, c'était long. C'est terrible, c'est un format qui n'a aucun sens, c'est imposé par les organisateurs de tournois parce que le jour de la finale, le dimanche, ils font de bons chiffres. Donc ils ne veulent pas retirer le BO5, ça a pourtant été demandé par les clubs, qui ont bien senti que l'investissement, les joueurs, était en difficulté et menacé. Mais on est coincé comme ça, donc au bout d'un moment, si le pape n'intervient pas, qui est l'autorité suprême, Valve, ça va rester coincé comme ça. Moi j'ai une petite question, on va dire annexe. Bon là on parle beaucoup de burn-out, mais bon, ça concerne aussi les... Je vais inclure la question des problèmes physiques. T'as eu toi aussi par contre des problèmes physiques aux mains, aux doigts? C'est des trucs qui sont arrivés? Parce qu'on parle de blessures, alors forcément on met en avant les burn-out parce que c'est le truc qu'on voit le plus, mais aussi physiquement. T'as eu des problèmes toi, Gluto? Oui, malheureusement, j'ai eu des tendinites. Donc j'ai eu des tendinites au niveau des pouces, des 2 pouces. Donc ça m'est arrivé juste avant Ultimate, en plus, juste avant la sortie du jeu Ultimate. Mais en fait, c'était pas vraiment à cause de la manette, puisque au final, je jouais pas tant que ça. C'était plutôt à cause du téléphone et du travail, puisque au travail, bon, j'étais tout le temps sur le PC à utiliser mes mains. Je rentrais, j'utilisais aussi mon téléphone et surtout des jeux sur téléphone qui me faisaient faire les mêmes mouvements tout le temps, en fait. Donc j'étais comme ça. Au final, je pensais que c'était la manette, mais c'est pas du tout la manette. C'est vraiment en arrêtant le téléphone que j'ai pu guérir petit à petit. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 6 mois, 1 an, peut-être, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours en fait des séquelles. C'est vraiment compliqué. Hein. C'était très difficile à gérer, surtout psychologiquement. Ouais. Me dire, attends, le jeu il va sortir bientôt, je vais être le seul à pas pouvoir jouer. Donc j'ai dû essayer de faire beaucoup de choses face à ça. Donc j'ai mis Kiné, des sur le classiques, t'as fait un peu ou... De quoi Kiné un peu, t'as fait On m'a dit, en tout cas, de ce que j'ai entendu, ça ne sert à rien la kiné pour les tendinites. Parce que c'est les tendons, et donc ils ont beau malaxer les muscles, ça fera rien aux tendons. Oh. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Pour le coup, j'ai eu plusieurs joueurs qui ont eu des tendinites. Moi, donc, c'était plus au niveau des avant-bras, syndrome ou alors à l'épaule, ouais. ouais. Et je peux le dire, ouais, kiné, ça sert pas à grand-chose. Ce qui fonctionne, c'est le repos. Vraiment éviter, garder une longue période de repos sans vraiment pas toucher. Et c'est très dur. En vrai, la tendinite, c'est horrible. Quand c'est un peu les croisés des joueurs. C'est-à-dire que quand elle arrive, on se dit, ouais, Tu peux pas jouer. tu peux rien faire, Ah, en tu peux fait. pas jouer, Parce T'es que- diminué. Bah, tu- La Tu douleur. peux plus juste rien faire. Est-ce que ça aussi, c'est une évolution qu'on doit voir de plus en plus, d'anticiper ce genre de La problème? tendinite. Non, mais je veux dire d'anticiper ces problèmes-là. Parce que là, on parle de tendinite. Je rigole. Parce que là, on parle de tendinite. Moi, l'exemple qui me vient forcément en tête, alors, je sais pas, toi, tu l'auras, je sais pas les autres, c'est Uzi, qui est un joueur chinois, qui est une star de League of Legends, qui s'est arrêté l'année dernière à 24 ans parce qu'on lui a dit qu'il avait des bras de monsieur de 50 ans. Et que du coup, alors, no offense, hein, Bruno. Non, je le prends personnellement, de toute façon. On mettra les bras de Bruno si tu veux. Je pense Ouais, qu'il y avait après quelques Ça années dépend au de handball. Bruno, quoi. Ouais, c'est 50 ans, mais je pense que je ça va, ne vais pas m'y frotter si tu veux. Mais enfin voilà, on doit bosser pour empêcher ce genre de problème. Et du coup, les anticiper plutôt que les régler. Exactement. les Non, régler. mais ça fait partie de la préparation, de ce dont on parlait, mais expliquer aussi aux joueurs pourquoi on le fait. Exactement. En fait, le plus important, c'est ça, c'est l'explication, c'est la pédagogie. On en revient à ça. C'est plus, en fait, on n'est plus aux années, enfin, il y a 2-3 ans où on est dit, voilà, les gars, les joueurs, vous connaissez rien, suivez ce qu'on fait. On est plus, aujourd'hui, ce qu'il faut que le coaching et les organisations comprennent, c'est les joueurs, il faut les éduquer et être pédagogue avec eux avant tout. Ouais. C'est ça le plus important. Pour moi, un joueur, c'est un membre de mon équipe. C'est pas un mec qui est en dessous. Il est avec moi, il m'accompagne toute l'année. Donc mon but, c'est vraiment d'être ce miroir, d'être avec lui, de l'accompagner, répondre à ses questions et qu'on est ensemble dans ce but-là. C'est pas ah ouais, je suis là, tiens, donne-lui des séances de sport, tiens, donne-lui des massages. Non,
tu as besoin de quoi, c'est quoi tes performances, comment tu performes. Je performe parce que j'ai besoin de dormir 10 heures, parce que je me sens mieux les jours de match, etc. Ok, on comprend pourquoi, etc. Tu es fatigué, tu regardes plus d'écran. Enfin, des questions basiques, Ouais, basiques. on va dire basiques, mais en réalité, sont super importantes. Conclusion, on n'est pas des Coréens. On n'est pas des Coréens. Mais il y a aussi des experts qui peuvent apporter ça. Ce qu'il Ah faut, oui, les c'est ça. Les Oui. experts Oui. sont très utiles dans ces domaines-là parce qu'on ne les connaît pas, ces domaines-là. Ouais, c'est ça. On doit apprendre C'est ça qui est d'eux important. et c'est ça qui est important. Mais c'est Aussi. comment les introduire en fait. Mm. C'est ça le plus On va important. faire que du symptomatique et juste répondre là aux mots sur l'instant T, oui. mais aller un peu plus profondément dans la démarche Exactement. pour comprendre les Amener de la besoins crédibilité. de chacun. Et de la crédibilité surtout, et Aussi. on le voit, Mm. de toute façon, Ouais, l'e-sport est en quête constante. Hein, C'est gagner de la confiance et leur faire comprendre pourquoi c'est important et en quoi c'est important aussi. Quoi. Bien sûr. En tout cas, du coup, on a beaucoup parlé de préparation durant cette soirée. Je vois à ma montre que, eh bien, nous avons déjà balayé beaucoup de sujets. Du coup, ça se passait relativement vite, trop vite peut-être, parce qu'on a encore tout un tas de questions encore à poser à nos invités. En tout cas, je vais évidemment les remercier chacun d'avoir participé. Alors, on va faire un tout petit tour de table, histoire que vous puissiez nous donner vos calendriers, vos agendas à venir. Peut-être PM déjà pour commencer. Tu le disais, CES ne dort jamais. Toi non plus, a priori. Et Valorant aussi maintenant. Qui coach les commentateurs, tu vois? Ah, c'est vrai, ça. Qui c'est qui nous coach, nous? Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, Mon calendrier, il y a du CS tout le temps, il suffit d'allumer. ouais, C'est pas compliqué. oui. Voilà qui a dit. Et le corps s'adapte. Le corps s'adapte. Faut- Ah, donc le corps s'adapte finalement. Finalement, ça va. Il s'adaptait pas. On est perdu, il s'adapte. PM, on est Ouais, perdu. je sais. Je sais plus. Non, c'était une citation qui est apparue dans le chat Twitch parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension chez les spectateurs qui ne comprennent pas que des joueurs professionnels si bien payés, si bien traités parlent de surmenage, de fatigue et se plaignent. Et l'humain, à sa limite, rien n'y fait, rien n'y change, pas même un salaire mirobolant. Donc ça, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a avec les spectateurs pour leur expliquer. Et on m'avait répondu, mais de toute façon, le corps s'adapte. Bah non. Non. Enfin, il a ses limites en tout cas. C'est vrai. Il a ses limites, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas PM d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé ton expérience sur Counter-Strike d'un côté, mais aujourd'hui Valorant, puisque tu commentes notamment du Valorant avec beaucoup de talent, évidemment. Oui, c'est Notamment. bien de le dire. Notamment. Beaucoup de talent. Tu as d'excellents co-casters d'ailleurs, mon cher PM. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. On en reparlera. On va évidemment remercier Bruno Martini d'avoir répondu à l'appel, d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à Alors vous. pareil, le calendrier il est chargé pour Vitality. Ouais, il y a The Grid en ce moment, il y a les Rainbow Six qui ont commencé contre Rogue aussi. Là, il y a, pour revenir sur Rocket League, il y a Regional 2 ce week-end et Valorant à la fin du mois, etc. etc. Ouais, donc, Et un petit combat contre Misfits à LFL aussi qui va être intéressant à suivre. Oui. Ah oui. Et de la gestion aussi pour vous, enfin pour toi, du taf auprès des équipes de League of Legends, forcément, on y pense en priorité. Tout va bien à LFL. Ok. On parle pas de la LEC. Ah, il a essayé, Paul, un peu taquin. Les chantiers, on la laisse pour... Mais oui, effectivement, c'est un sujet. On va également remercier Gluttony d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Gluto. Alors, le calendrier, bon, il est ce qu'il est en ce moment dans les jeux de combat. Vous savez que c'est un secteur, probablement l'e-sport le plus touché par la crise de la Covid. Et c'est depuis 1 an l'arrêt net des tournois. Mais je n'en doute pas que tu, de fait, pratiques des tournois en ligne, mon cher Gluttony. Malheureusement, oui. Bon, c'est pas pour les résultats, c'est surtout, bon, il faut quand même ramener un petit peu de la hype, de la compétition online. J'essaye de tryhard, mais bon, c'est très compliqué, c'est un jeu complètement différent. D'ailleurs, je l'appelle Super Lag Bros Ultimate, c'est un autre jeu pour moi. Ouais. Il y a du lag, c'est pas le même jeu. Je suis pas fort sur ce jeu, c'est pas un problème, j'accepte. Mais oui, j'essaie quand même de faire des tournois. Et il y a un tournoi très important online quand même qui va se dérouler le 10-11 avril, si je me souviens bien. C'est le Smash World Tour. Donc, c'est un gros tournoi qui est organisé pas par l'éditeur, puisque l'éditeur ne nous aide pas, mais par une grosse organisation quand même qui essaye de faire un tournoi mondial. Oui, et donc un ça va être circuit, ce Smash World Tour. C'est un circuit. Et donc la compétition, donc la qualification, ce sera le 10-11 en ligne pour des étapes ensuite qui seront offline. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Et aussi, on a des petites nouvelles de peut-être des tournois offline qui vont commencer à partir de avril. Bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Mais j'espère que c'est le début de la lumière, parce que là, on commence à en avoir marre. Un ennui généralisé pour les jeux de combat, enfin dans la communauté des jeux de combat, et j'adhère absolument à ce que tu viens de dire, mon cher Gluton. On va évidemment remercier Shanky également, puisque là, le calendrier, il est évident. C'est Oui, jeudi. Jeudi, petite finale, je crois. Je suis pas sûr. Puis ensuite, les EU Masters, qui est... bon, la finale est super importante, mais
Les The Masters, c'est le seul tournoi que j'ai pas gagné, la seule compétition, en tout cas en dessous des LEC. Et ouais, du coup, ça va être super intéressant pour nous. Premier split, première qualification The Masters. Que dire merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Je sais que sur le chat, ils vont mettre les Oui, finis. il y a eu quelques. Et bah oui, Paquet, hein. c'est eux. On va dire c'est nous et c'est vous. Oui. Ouais. Voilà. Donc, mais merci à vous aussi pour cette invitation. Merci Bruno, merci PM, merci Gluto. C'était super intéressant personnellement d'échanger. Et je suis content d'avoir été là ce soir. Bon, plaisir partagé. Plaisir partagé, en effet. Ouais. Ouais, plaisir partagé. Merci Paul pour la préparation de cette émission. Bah écoute, merci. Ouais, c'est un sujet moi qui me tient vraiment à cœur. Alors encore plus, je ne vais pas dire encore plus parce que je suis à l'équipe, mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent sur la table et même dans l'e-sport, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'incompréhension de c'est quoi la préparation physique, mentale, comment ça peut aider les joueurs. Et voilà, c'était important d'en parler. On a évoqué beaucoup de sujets, c'est encore très vaste et je pense que de toute façon ce sujet est interminable. On va voir comment les choses évoluent dans les prochaines années, mais je suis content qu'on ait pu en parler avec des invités extrêmement pertinents ce soir. La pertinence et la pertinence aussi de la régie qu'on va saluer pour leur travail ce soir, comme toutes les émissions de l'équipe, les équipes de Gozulting, toujours au top. On se donne rendez-vous de fait le mois prochain pour une prochaine émission de l'équipe e-sport. D'ici là, on va soutenir a priori la K-Corp, mais aussi Vitality. Regardez du CS et pourquoi pas jouer à Smash en ligne. En tout cas, c'est une expérience à laquelle vous pouvez vous risquer. Je ne vous garantis pas le fun. Je ne vous garantis pas beaucoup de fun. En tout cas, on se donne rendez-vous à la prochaine de l'équipe e-sport. On vous remercie de nous avoir suivis. Une excellente soirée et à la prochaine. Hit it.